Au lycée de Ching City, on a annoncé que Yuki, un élève, avait une valeur d'éveil nulle. Cette nouvelle le laissa stupéfait, incapable de bouger. Les garçons chuchotaient qu'il était abandonné des dieux, tandis que les filles se demandaient ce qu'un tel individu faisait dans leur école. Soudain, le proviseur déclara que Yuki n'était pas destiné à s'éveiller et qu'il devait protéger la réputation de l'école. Il ordonna donc sèchement à Yuki de partir, ce qui le choqua encore plus. Yuki rétorqua qu'aucune règle n'obligeait les élèves à faible valeur d'éveil à abandonner. Mais avant qu'il ne puisse ajouter un mot, une pierre le frappa à la tête. Il se retourna vivement, demandant qui avait fait ça. Il ne vit que des brutes lui ordonnant de partir car il porterait malheur. Bientôt, d'autres élèves l'encerclèrent, exigeant son expulsion. Pourtant, au milieu du chaos, une voix appela à l'arrêt général. C'était Lily, une élève. Elle les réprimanda aussi pour leur cruauté envers quelqu'un qui avait étudié à leur côté. Malgré tout, les brutes tentèrent de la persuader d'éviter Yuki, car elle risquait de ne pas s'éveiller non plus. Mais Lily ignora leurs menaces et s'approcha de Yuki. Elle l'exhorta à ne pas abandonner car le test pouvait être erroné et la valeur d'éveil n'était qu'un indicateur. Après tout, l'histoire montrait que les valeurs élevées échouaient tandis que les faibles étaient peau bénie, mais Yuki dit qu'il ne faisait pas confiance aux dieux. Il y a 3000 ans, des monstres apparurent, l'humanité tenta d'utiliser des armes nucléaires, mais ils survécurent et devinrent plus forts. Parmi tous ces monstres, 4 rois bêtes virent le jour. Le territoire humain fut rapidement conquis sous leur direction. La civilisation frôla l'extinction, mais au plus fort du désespoir, 2 statues divines descendirent du ciel. Dès lors, les humains prièrent les statues, où les valeurs élevées obtenèrent des bénédictions, tandis que les faibles restaient ordinaires. Ceux avec 10 ou moins étaient abandonnés des dieux. Alors Yuki soupira que l'humanité comptait toujours sur eux, sauf lui. Il invoqua ensuite son système pour vérifier des informations. En regardant Lily, il réalisa que bien que sans éveil, il possédait un système. Il tenta de consulter les détails de Lily, mais son niveau était verrouillé hors de sa portée. Néanmoins, il comprit qu'il était un transmigrant avec un système et qu'il monterait de niveau en tuant des monstres. Avec cette résolution, il quitta l'école, jurant que le jour de l'éveil, dans 100 jours, il les étonnerait tous. Puisqu'il croyait que la force ne venait pas des dieux mais de son système, il l'invoqua pour révéler son statut. Il vit enfin que tous ses attributs étaient encore au niveau 1. Mais en l'examinant, il découvrit qu'il pouvait facilement devenir plus fort en tuant des monstres, contrairement aux gens ordinaires bloqués par un faible talent. Alors, à partir de ce jour, il jura de commencer à grinder. Il leva ensuite la main et pointa le sol, déclarant qu'il commencerait là, mais ses doigts étaient en fait dirigés vers les fourmis qui grouillaient en dessous. Une fourmi le remarqua et commença à le trouver bizarre. Soudain, le système avertit que les fourmis n'avaient pas d'Otufkosisisa, n'avaient pas de niveau, et en tuer une ne lui donnait que 0,1 EXP. Le système conseilla donc l'efficacité et il admit que les tuer une par une était une perte de temps. Heureusement, il avait toujours de l'insecticide sur lui. Il pulvérisa alors les fourmis et gagna 0,1 EXP à leur mort. Pendant qu'il les exterminait sans pitié, un vieil homme et un enfant observaient de la scène derrière lui. Voyant cela, l'enfant demanda si les fourmis riposteraient, et le grand-père lui dit de ne pas imiter un tel comportement. Pendant ce temps, Yuki s'arrêta brusquement en entendant une notification du système. Le système annonça qu'il avait tué 100 fourmis et débloqué une mission, en tuer 10 000 pour obtenir la grande force des fourmis. Découvrant qu'un livre de compétences était la récompense, il accepta la mission sans tarder. Cependant, 1 heure plus tard, il dut admettre que tuer des fourmis était non seulement chronophage, mais aussi épuisant. De manière inattendue, le système le félicita d'avoir atteint le niveau 2 et lui donna 2 points d'attribut. Il vérifia rapidement sa fenêtre de statut et réfléchit où les allouer. Mais puisque la récompense était la grande force des fourmis, il en déduisit que cela devait renforcer la force, alors il décida d'ajouter les 2 points à cet attribut. Peu après, il sentit une vague d'énergie parcourir son corps, alors que sa force passait au niveau 3. Après cela, il reprit l'extermination des fourmis, tandis que le vieil homme rappelait à l'enfant d'éviter les gens comme Yuki. Après des pulvérisations interminables, le système signala enfin 10 000 fourmis tuées. Il fut alors stupéfait que la mission soit terminée et regarda vite le prix qu'il avait gagné. Il obtint le titre ennemi public des fourmis, ce qui signifiait que les fourmis l'attaqueraient mais perdraient la moitié de leur force. Il examina ensuite la grande force des fourmis et vit qu'elle augmentait sa puissance par 10 pendant 3 minutes avec un temps de recharge de 2 heures. Mais il ressentit de l'excitation en imaginant cette compétence renverser des batailles contre de puissants adversaires en sa faveur. Satisfait que ses efforts n'aient pas été vains, il décida d'apprendre la compétence. Quand il toucha l'écran, une vague d'énergie en jaillit et pénétra son corps. Il sentit le pouvoir se transférer en lui alors qu'il fermait les yeux. Après un instant, il les ouvrit et réalisa que le processus était déjà terminé. Il mit cela de côté et choisit de tester la compétence sur un arbre voisin. Il prit une posture de combat et rassembla toute sa force dans son corps. Levant le poing, il délivra un coup puissant. La force était si écrasante que l'arbre fut projeté au loin.
Quand ce fut fini, il ne restait qu'un tronc brisé. Il regarda son poing, certain qu'un tel coup mettrait KO même un champion comme Mike Tyson. Le lendemain à l'école, Yuki se retrouva de nouveau ciblé par une pierre. Cependant, avant qu'elle ne puisse le frapper à la tête, il l'esquiva rapidement et l'attrapa à main nue. Il se retourna alors avec colère pour voir qui l'avait lancé. La brute voisine ricana et avertit Yuki de partir, sinon la prochaine pierre ferait mouche. Quand Yuki resta impassible, ils exigèrent de savoir s'il comptait vraiment rester. À leur surprise, il leva lentement la pierre qu'il tenait, puis il l'écrasa sans effort avec ses doigts tenus, ce qui laissa les brutes stupéfaites. Il laissa tomber son sac au sol et se précipita vers l'une d'elles. Sans hésiter, il enfonça son poing dans l'estomac de la brute avec une force immense. L'expression de la brute se tordit de choc et de douleur. Même là, il refusait de croire que Yuki avait une telle force, lui qui était abandonné des dieux. Yuki déclara alors calmement qu'il s'était retenu et leur dit de se souvenir de ses paroles. Il déclara qu'il deviendrait d'abord un éveilleur. Deuxièmement, il ne ferait preuve d'aucune pitié la prochaine fois qu'il le provoquerait. Cela dit, il défia quiconque n'était pas satisfait de s'avancer. Pourtant, les brutes s'enfuirent boche rapidement tandis que Yuki ramassait son sac. Alors qu'ils marmonnaient qu'ils étaient grâce aux des lâches, Lily avait tout vu. Elle était stupéfaite que quelqu'un abandonné des dieux possède une telle force avant même l'éveil. Plus tard, en classe, Yuki écouta le professeur demander à tous d'être attentifs. Il leur dit que Qing City était en proie à l'homme sans visage et les pressa de rester vigilants. Il les avertit aussi de ne pas sortir seuls tant que les forces de l'ordre n'auraient pas éliminé la menace. En entendant cela, Yuki se rappela que l'homme sans visage était un géant de ciment de Randé qui tuait ceux qui le fixaient. De plus, le professeur insista sur sa lenteur mais avertit qu'il devait le signaler immédiatement et les élèves obtempérèrent. Yuki cependant réalisa que le danger augmentait et qu'il devait devenir plus fort par d'autres moyens. Plus tard, cette nuit-là, chez lui, il sortit un couteau et commença à abattre des poulets blancs, ce qui lui rapporta un EXP par bête. Alors qu'il en tenait un dans sa main, il réalisa qu'il manquait d'argent pour continuer à en acheter. Soudain, le système lui annonça qu'il avait débloqué un inventaire spatial après avoir tué des créatures de combat. De plus, la boutique du système avait également été déverrouillée. Et enfin, il activa le système d'échange d'or qui affichait un ratio de 1%. En voyant cela, il comprit que le système révélait plus à chaque élimination et échangea rapidement de l'or contre de l'argent. En un instant, une pièce d'or fut convertie en argent liquide. En fixant l'argent, il vit que seules les créatures puissantes rapportaient assez de XP et d'or pour être converties en espèces. Dans cette optique, il décida d'acheter plus de poulets blancs comme prochaine étape vers la force. Le lendemain au marché, il tendit son argent et déclara qu'il achèterait tous les poulets. Le propriétaire, qui s'apprêtait à en abattre un, s'arrêta net en voyant les espèces. Yuki prit alors joyeusement les poulets et partit. Il entra dans une ruelle déserte, puis il sortit son couteau et s'attaqua aux poulets. Peu de temps après, il gagna plusieurs points d'un EXP par élimination. Le système le félicita bientôt d'avoir atteint le niveau 3 et le récompensa de 2 points d'attribut. Bien que satisfait, il réalisa que tuer des poulets n'apportait plus beaucoup de croissance. Mais ses pensées furent interrompues par le bruit de pas derrière lui. Il se retourna alors instinctivement, tenant un couteau et un poulet mort. À sa surprise, une petite fille se tenait là, le fixant. Son apparence l'effraya rapidement et la fit pleurer. Elle s'enfuit alors en appelant sa mère et en l'accusant d'être un pervers. Yuki était évidemment confus, mais la mère de la fille apparut, brandissant un balai et exigeant de savoir qui avait brutalisé sa fille. Il tenta alors de s'expliquer à la hâte, disant que c'était un malentendu. Mais la colère de la mère ne fit qu'augmenter. Elle leva le balai et le frappa à plusieurs reprises, le laissant crier de peur. Finalement, il gisait malmené sur le sol et réalisa que l'abattage public de poulets était risqué et qu'il lui fallait une autre méthode. Soudain, il entendit 2 hommes dire que des ouvriers avaient encore démissionné à l'abattoir de Kwon. L'un ajouta que c'était parce que le boucher était blessé, mais que les affaires prospéraient même avec moins de personnel. En entendant cela, Yuki se demanda pourquoi il n'avait pas pensé à l'abattoir plus tôt. Il se montra alors aux 2 hommes, mais il tenait toujours son couteau en demandant s'il pouvait se renseigner sur quelque chose. Son apparition les effraya et ils hurlèrent de panique. Les 2 finirent tout par s'enfuir en criant qu'il y avait un fantôme. Voyant cela, il jeta le couteau et précisa qu'il voulait juste demander si l'abattoir avait besoin d'ouvriers. Plus tard à l'abattoir, Yuki soumit son CV pour postuler au poste. Pendant que le patron l'examinait, il se rappela avoir entendu l'ancien boucher démissionner après s'être blessé à la main. Mais le patron répondit que son établissement n'était qu'une petite affaire. Yuki expliqua alors rapidement qu'il ne voulait pas de salaire, juste un accord commercial. À cette mention, le patron pensa immédiatement à l'argent. Yuki poursuivit en disant qu'il avait acheté du bétail en gros pour se préparer à l'éveil. Pourtant, le patron se demanda comment il pourrait bien manger tout ça lui-même. Il dit ensuite qu'il avait beaucoup de camarades de classe et promit que pas un centime ne serait gaspillé. Cependant, il avait aussi une requête. Le patron, curieux, demanda ce que c'était. Alors il déclara qu'il voulait s'occuper personnellement de l'abattage pour entraîner son courage. Peu après, il commença à abattre des poulets et gagna un EXP par bête. Il se sentit aussi satisfait, y voyant un moyen efficace de monter de niveau.
De plus, il se rappela que les animaux plus grands donneraient probablement encore plus de XP, alors son regard se porta vers une vache qui mangeait tranquillement à proximité. Il lui sourit faiblement, raisonnant que c'était à la fois son devoir et son chemin vers le pouvoir. Mais la vache sentit quelque chose d'inhabituel et s'éloigna d'un bond. La voyant tenter de s'échapper, Yuki fut un instant surpris, mais il lui rappela vite qu'elle finirait quand même par être tuée par lui. Alors il se mit à la poursuivre, couteau en main, et l'exhorta à s'arrêter. La vache se précipita vers la sortie, mais elle remarqua quelque chose d'étrange et s'arrêta brusquement. En levant les yeux, elle vit les hauts murs d'enceinte et commença à transpirer nerveusement. Yuki vit cela et déclara qu'elle ne pouvait plus courir. Il réduisit alors rapidement la distance en bondissant et d'un mouvement décisif de son couteau, il mit fin à sa vie. La vache s'effondra sans vie au sol tandis que Yuki se tenait au-dessus d'elle et marmonnait que même une simple vache osait résister à sa détermination, mais la pensée de l'efficacité de cette méthode le fit rire d'excitation. Soudain, le système le notifia de 30 XP et de données sur la vache, ce qui confirma que les créatures plus coriaces le faisaient progresser rapidement. À ce moment-là, le patron arriva et s'émerveilla amèrement que Yuki semblait fait pour la boucherie. Cependant, l'expression de Yuki changea soudainement. Lorsqu'il entendit un grognement proche, il se tourna vers le patron pour savoir ce que c'était, et on lui dit que c'était une bête que le patron révéla être un loup-borgne. En entendant cela, Yuki s'enthousiasma pour la présence de la bête et demanda à la voir. Ensuite, le patron le conduisit à la cage de la bête. Yuki vit alors enfin le loup-borgne de niveau 10, avec 120 de capacité de combat. Il sentit aussi sa puissance malgré sa blessure, et le système confirma que sa vitesse signifiait que sa victime ne pourrait jamais fuir. Voyant la tension de Yuki, le patron expliqua que ses proches l'avaient capturé et que sa viande se vendait cher. Yuki entendit cela et réalisa vite que le tuer rapporterait beaucoup de XP. Alors, il dit au patron qu'un camarade voulait acheter la bête pour le jour de l'éveil et demanda son prix. Le patron répondit alors que cela coûterait au moins 50 000. Yuki commença à transpirer en entendant cela car il n'avait pas autant d'argent. Cependant, s'il tuait le loup lui-même, il gagnerait de l'EXP et de l'or à convertir en espèces. Alors, il suggéra au patron que le combattre pourrait l'aider à entraîner son courage, mais le patron le mit en garde contre les idées imprudentes, car la bête était mortelle. Pourtant, Yuki se contenta de sourire et l'assura qu'il s'était préparé à une telle situation. Après tout, son épée de tueur de porc, qui conférait 10 points de puissance d'attaque, était son atout. Et avec l'ajout de ses compétences, il était confiant de pouvoir vaincre le loup et monter de niveau. À ce moment, le loup commença à s'agiter et tira violemment sur sa chaîne. Avec une soudaine explosion de force, il se libéra et bondit vers Yuki. Cependant, Yuki crut que le timing était parfait, alors il activa rapidement sa compétence de grande force. Voyant cela se dérouler, le patron alarmé lui cria d'être prudent, mais le loup chargeait déjà férocement et Yuki l'affronta de front. Il enfonça avec succès son couteau profondément dans le corps de la bête et la força à s'effondrer au sol. Après ce succès, Yuki se tourna vers le patron et remarqua qu'il semblait plus courageux que prévu. Le patron regarda le loup abattu et fut sidéré que Yuki l'ait tué avec une simple lame. Impressionné, le patron le qualifia de boucher-né et accepta de le laisser travailler à temps partiel. Le système informa aussi Yuki qu'il avait monté de 2 niveaux et gagné 5 points, ce qui le ravit. De plus, il obtint une pièce d'équipement appelée la griffe de loup. Elle conférait 50 points d'attaque mais nécessitait le niveau 10 pour être utilisée. Réalisant qu'il n'était que niveau 5, il comprit qu'il ne pourrait pas l'équiper pour l'instant. Soudain, le patron insista sur le fait que le loup lui appartenait désormais et finalisa l'accord de 50 000. Yuki paya rapidement et demanda à être informé des futures captures de bêtes, ce à quoi le patron acquiesça. Le lendemain à l'école, Yuki imaginait nonchalamment à quel point son repas serait grandiose avec le loup entier. Soudain, le professeur parla des artistes martiaux et des pharmaciens. Il dit qu'ils existaient pour soutenir les éveilleurs, les artistes martiaux étant responsables du combat, tandis que les pharmaciens se spécialisaient dans la guérison. Cependant, l'esprit de Yuki vagabonda vers l'équipement de la boutique qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il se sentait donc piégé, sachant que seul en abattant des bêtes comme boucher, il pourrait gagner de l'argent et de l'EXP. Mais soudain, quelqu'un lui tapota l'épaule, le faisant se retourner vivement. Il fut surpris quand Lily le pressa d'écrire, insistant sur l'importance de la leçon pour les éveilleurs. En réponse, il l'assura avec confiance qu'il s'éveillerait sans aucun doute. Cependant, Lily se demanda d'où venait une telle assurance. À ce moment-là, un morceau de craie traversa la pièce et le frappa au front. Le professeur lui ordonna alors sévèrement de cesser de parler en classe. Après un certain temps, la leçon se termina enfin et Yuki sortit seul. Mais Lily observa sa silhouette s'éloigner avec une expression compliquée. Se souvenant de son état distrait, elle se sentit obligée de le soutenir en tant que déléguée de classe. Alors plus tard cet après-midi-là, elle décida de le suivre sur le chemin du retour. Elle le vit marcher joyeusement et se demanda si elle n'avait pas trop réfléchi à sa situation. Après un moment, il atteignit sa destination. Elle remarqua l'établissement et ressentit un sentiment de suspicion. Néanmoins, elle s'en approcha et poussa la porte. Alors que la porte s'ouvrait lentement, elle sentit une vague de nervosité. La scène devant elle fit écarquiller ses yeux sous le choc et elle s'évanouit sur le champ
Après en avoir été témoin, peu de temps après, elle reprit lentement connaissance. Alors que sa vision s'éclaircissait, elle remarqua une silhouette humaine debout à proximité, mais son visage rougit soudainement car elle sentit une main presser le devant de sa poitrine. Surprise et embarrassée, elle gifla immédiatement Yuki et le traita de pervers. La force de ses coups le fit trébucher au sol, alors qu'il expliquait rapidement que c'était juste lui. Une fois qu'elle réalisa, elle exigea avec colère de savoir ce qu'il avait essayé de faire. Yuki rétorqua avec fureur qu'elle avait interrompu son abattage de porc et l'avait aspergé de sang. En entendant cela, elle remarqua enfin le porc mort gisant à proximité. Il expliqua ensuite qu'il avait juste été surpris par son évanouissement et avait pressé sa poitrine pour l'aider à respirer. Mais ces mots ne firent un mot que la faire rougir davantage, et elle l'exhorta à s'arrêter car personne n'aurait pu prévoir qu'il abattrait un porc. Cela dit, elle demanda pourquoi il était venu là pour abattre un porc. Yuki expliqua que sa pauvreté l'avait contraint à la boucherie à temps partiel, puis demanda doucement pourquoi elle l'avait suivi. Elle tenta de répondre, mais s'arrêta, réalisant qu'elle ne pouvait pas admettre qu'elle était inquiète. Alors elle parla de la sortie scolaire au musée et l'exhorta à venir. En entendant cela, il réfléchit à son temps dans ce monde et sut qu'il devait en apprendre l'histoire. Il se tapota alors la poitrine et l'assura qu'il irait sans faute. Elle fut satisfaite et se tourna pour partir. Mais avant de sortir, elle lui lança un regard sévère et le prévint de ne pas mentionner ce qui s'était passé ce jour-là. En réponse, il acquiesça nerveusement. Elle claqua alors la porte avec force, le laissant un instant stupéfait. Après avoir marché une courte distance, elle s'arrêta soudainement et s'accroupit, réalisant à quel point ses actions avaient été embarrassantes. Le lendemain, dans le bus, le professeur expliqua que la visite du musée couvrirait les origines des bêtes et l'histoire des éveilleurs. En entendant cela, les élèves louèrent le pape et la déesse martiale pour avoir sauvé l'humanité. Lily hocha également la tête en signe d'accord et Yuki remarqua son expression. Alors il demanda curieusement si elle admirait la déesse martiale féminine. En réponse, elle admit volontiers que oui. Elle dit aussi qu'elle aspirait à être comme la déesse, capable d'abattre des bêtes et de protéger l'humanité. Cela le fit s'interroger sur sa compréhension des dieux, et elle expliqua qu'ils laissèrent des traces, comme donner du pouvoir aux humains en tant qu'éveilleurs. Après l'avoir entendu, il dit qu'il avait une question et nota que d'innombrables statues divines étaient apparues dans le monde entier. Et bien que les 9 cités fussent vastes, leur propre ville était la seule sans statue. Lily répondit fermement qu'une étude sérieuse lui aurait épargné de poser une question aussi sotte. Pourtant, elle expliqua que les 2 premières statues étaient descendues il y a des lustres et que beaucoup avaient suivi. À l'exception d'une statue inchangée, toutes les autres créaient des éveilleurs. Mais elle admit qu'elle ne savait pas pourquoi leur vaste cité n'avait pas de statue, ce qui lui valut le nom de terre abandonnée des dieux. Choquée par cela, Yuki sentit que la réalité de ce monde était trop différente de la sienne et étrange. Mais ses pensées furent interrompues lorsque le professeur annonça leur arrivée au musée. Une fois à l'intérieur, le professeur ordonna le silence et une attention stricte aux expositions. Alors qu'il déambulait parmi les expositions, Lily contemplait la déesse martiale avec une admiration non dissimulée. Yuki fit alors remarquer qu'il était rare de voir la déléguée de classe, d'ordinaire si sereine, admirer quelqu'un avec l'atmosphère devint soudainement tendue quand quelqu'un apparut derrière. Elle insista sur le fait que la déesse était vraiment à part, alors ayant même contraint le roi des bêtes, elle le prévint de ne pas agir de manière à provoquer des malentendus. Malgré tout, il ignora sa protestation et la protégea, l'exhortant à la prudence. Il lui confia également que cette mystérieuse silhouette lui inspirait un sentiment des plus étranges. Les autres, à proximité, ne tardèrent pas à remarquer l'individu de grande taille immobile. La silhouette resta immobile jusqu'à ce que sa cape glisse. Elle révéla alors un corps grotesque, sans visage. En voyant cela, Lily trembla, reconnaissant un homme sans visage. La créature laissa aussitôt échapper un hurlement perçant qui effraya tout le monde. Il se mit même à saccager le musée. Yuki souleva donc Lily en marmonnant que la bouche béante de l'homme sans visage était toujours là. La panique se répandit aussi, les étudiants peinant à comprendre comment une telle bête avait pu surgir au sein du musée. Pendant ce temps, Yuki mit Lily en sécurité et lui dit d'aider le professeur Will à évacuer pendant qu'il affronterait la bête. Cependant, elle pensa qu'il avait perdu la tête, car il n'était pas de taille face à un homme sans visage. Néanmoins, il l'assura qu'il pouvait s'en occuper. Soudain, le professeur Will arriva, pressant Lily de partir, mais elle expliqua que Yuki était toujours à l'intérieur. Pourtant, quand le professeur demanda où il était, elle réalisa qu'il avait déjà disparu. Pendant ce temps, Yuki, désormais au niveau 5, chargea avec assurance vers la bête. Il vit alors l'homme sans visage agripper un étudiant. Il vérifia d'abord le statut de la créature et découvrit qu'elle était de niveau 7, avec une faible intelligence mais une défense élevée. Il se sentait plus rapide et plus habile, donc il était confiant que ce ne serait pas difficile. Ainsi, il commença à tourner autour de la bête pour la distraire, puis il atterrit à proximité et la désorienta encore plus. Après cela, il attira délibérément son attention et planifia silencieusement de l'éloigner pour que les personnes restantes puissent s'échapper. À ce moment-là, la bête le remarqua et laissa échapper un hurlement puissant. Elle lui lança alors un morceau de roche. En voyant cela, Yuki fut choqué par sa vitesse, mais il réussit de justesse à esquiver à temps, la roche s'écrasant contre le mur.
Il commença aussi à se demander comment elle pouvait utiliser des attaques à longue portée alors qu'elle était censée manquer d'intelligence. Et alors qu'il contemplait le trou béant dans le mur, il marmonna, impressionné par la force brute de la bête. Mais à cet instant précis, il réalisa soudain que la pièce derrière n'était autre que les toilettes. Passant à autre chose, il reporta son attention sur la bête, il la vit soulever un morceau de sol encore plus grand et réalisa qu'il ne pouvait plus cacher sa véritable force. Alors que l'énorme rocher fonçait sur lui, il activa enfin sa puissance colossale. La compétence déferla dans son poing avec une force immense et d'un seul coup, il pulvérisa la roche en 1000 morceaux. Puis tout se dispersa autour de lui. Après cela, il leva de nouveau son poing et l'enfonça dans le visage de la bête avec une force écrasante. L'impact projeta la créature en l'air et elle finit par s'écraser contre un mur voisin. Avant qu'elle ne s'effondre faiblement au sol, Yuki observa le mur s'écrouler lentement sur son corps. Il commença alors à se demander si elle était enfin morte. Cependant, la bête se releva bientôt des débris. Yuki s'y était déjà attendu, sachant qu'il devait percer sa défense élevée pour l'emporter. Par conséquent, il ordonna immédiatement au système d'ouvrir la boutique pour acheter une arme. Le système afficha alors les objets disponibles. L'épée Azur coûtait 200 pièces d'or pour 50 attaques au niveau 10, mais l'épée éternelle offrait 60 attaques pour 500. Bloqué par l'exigence de niveau, il saisit l'arme sans limite. Au même moment, il commença à scruter les environs. Et après s'être assuré que personne ne découvrirait son secret, il acheta l'épée éternelle. Dès qu'il l'eut en main, il leva la lame et déchaîna une entaille éternelle sur la bête. La créature tenta de riposter, mais Yuki se déplaça rapidement et la frappa avec une puissance immense. Cette fois, il sentit que sa défense avait enfin cédé, alors il activa immédiatement sa grande force une fois de plus, puis il porta un coup dévastateur avec son poing. Le corps de la bête se brisa rapidement et explosa en fragments, tandis que ses restes se dispersaient dans l'air avant de retomber au sol. À ce moment-là, la voix de Lily résonna dans tout le musée appelant Yuki. Elle arriva bientôt avec les autorités et demanda où était l'homme sans visage. En réponse, Yuki lui dit calmement qu'il était désormais partout dans la salle d'exposition. Soudain, le système le notifia qu'il avait atteint le niveau 6 et que les bêtes ordinaires ne suffisaient d'un mot plus. Mais peu après, les autorités lui demandèrent s'il avait vaincu la bête seul. Il répondit nonchalamment que cela n'avait pas été difficile. Entendant cela, l'officier lui dit de retourner à l'école pendant qu'ils enquêtaient sur les lieux. Mais en partant, Yuki marmonna que même sans être éveillé, sa puissance rivalisait avec celle des artistes martiaux. Plus tard, de retour à l'école, le principal gène annonça fièrement que leur élève avait affronté un homme sans visage seul. Yuki précisa tout de même qu'il n'était que légèrement plus fort. Cependant, quelqu'un fit remarquer que des mains nues ne pouvaient pas détruire un homme sans visage. Le principal présenta ensuite Yuki au chef de la 3e équipe des forces de l'ordre et l'homme assis devant eux était le chef d'équipe Shane. Voyant le regard sérieux de Shane, Zen le prévint de ne pas effrayer Yuki, l'espoir de leur école, mais Shane insista sur le fait que son devoir d'officier était de comprendre ce qui se passait. Sachant cela, Yuki partagea que l'homme sans visage avait agi étrangement. Cela piqua immédiatement l'intérêt de Shane qui l'interrogea à ce sujet. Alors Yuki expliqua qu'un homme sans visage se déplaçait habituellement seul, pourtant celui-ci était apparu dans un musée bondé. En entendant cela, Shane se leva et demanda s'il y avait autre chose. Yuki continua, expliquant que la bête se déplaçait dans le hall comme si elle cherchait quelque chose. Shane soupira rapidement après avoir entendu cela et le remercia de sa coopération. Lui tendant la main, Yuki accepta la poignée de main modestement. Cependant, il écarquilla bientôt les yeux de surprise. Face à la force de la poignée de main de Shane, il réalisa aussi qu'il testait probablement sa puissance, alors Yuki resserra sa prise en retour pour vérifier la sienne également. Au même moment, Shane vit le visage impassible de Yuki et se demanda s'il cachait une force naturelle ou un secret. Pendant ce temps, Yuki fut frappé par la force éveillée de Shane, bien au-delà de celle de tout homme ordinaire. Mais leur conversation fut interrompue quand le collègue de Shane se précipita pour le chercher. Shane se tourna alors rapidement vers l'homme pour lui demander ce qu'il en était. En réponse, l'homme rapporta qu'il y avait des documents nécessitant son attention immédiate. Shane relâcha alors rapidement la main de Yuki en apprenant cela, suite à quoi il pressa Yuki de partir et Yuki en fut quelque peu irrité. Après le départ de Yuki, Shane commença à examiner les documents et fut visiblement surpris. À cause de cela, il ne put s'empêcher d'informer les autres que des ennuis allaient arriver. Plus tard ce soir-là, Yuki se prépara un festin. En contemplant son repas, il sentit que la fondue était l'un des moments les plus heureux de la vie, surtout quand elle incluait de la viande de bête féroce, et il plaça rapidement une tranche dans sa bouche. Son expression s'illumina alors immédiatement d'excitation car cette viande était chère pour une bonne raison. Mais la notification soudaine du système révéla que son repas avait augmenté sa force et sa défense. En apprenant cela, il continua de manger avec enthousiasme, gagnant régulièrement plus de points. Cela dit, il décida de vérifier ce qu'il avait gagné aujourd'hui et se rendit dans sa chambre. Quand il ouvrit son inventaire, il fut stupéfait par ce qu'il vit. La petite potion récupère 100 points de vie en 5 minutes, tandis que la grande potion les restaure instantanément. Il vit qu'elles augmentaient son endurance, bien qu'il n'en comprit pas les effets. Alors, il décida d'utiliser d'abord la petite potion pour la tester.
Presque immédiatement, il sentit un courant chaud s'agiter dans son corps. Cependant, sa concentration fut brisée quand il entendit un bruit dehors. Il s'approcha alors prudemment de la porte et jeta un œil par l'interstice. Là, il vit quelqu'un assis à sa table à manger et sans hésitation, il donna un coup de pied à la personne tout en exigeant de connaître son identité et son but. Mais son expression féroce disparut la seconde suivante quand il reconnut la personne. Avant que son attaque ne puisse atterrir, il réalisa que c'était Lily. Au même moment, Lily vit ses actions et devint furieuse. Elle le gifla sans hésitation et le réprimanda sévèrement. Après cela, il dit qu'il ne s'attendait pas à elle et demanda pourquoi elle n'avait pas frappé. Elle continua de manger et dit qu'il ne fermait jamais la porte et que la viande de bête était bien trop tentante, voyons. Alors elle demanda où il avait eu la viande et il répondit qu'il l'avait achetée à l'abattoir. Mettant cela de côté, il demanda pourquoi elle était venue le voir. Lily posa alors sa nourriture et devint sérieuse. Elle dit que sa visite concernait l'homme sans visage, car quand il l'avait détruit, elle avait vu une lumière verte s'arrêter. Cela la conduisit à suspecter que la bête n'était pas seule mais contrôlée. Ces mots le firent alors se demander si l'homme sans visage avait vraiment été contrôlé. Elle confirma sa suspicion en citant le code des bêtes 359 qui pouvait contrôler les autres. Cependant, elle réalisa vite qu'il l'écoutait à peine, bien plus concentré sur son assiette. Alors elle lui cria de faire attention, mais il répondit que tout allait bien maintenant. Cela la poussa à lui demander ce qu'il entendait par là. Il dit qu'il comprenait son inquiétude, mais que les autorités devaient enquêter. Il ajouta que les forces de l'ordre étaient arrivées rapidement avec leur chef, ce qui montrait que la situation n'était pas simple. Mais il se demanda pourquoi l'homme sans visage avait risqué d'apparaître dans le musée. En entendant cela, Lily sembla soudain se souvenir de quelque chose. Elle murmura que cela pourrait être lié à cet incident. Yuki fut confus et demanda ce qu'elle voulait dire. Elle expliqua alors que c'était lié au musée Qing et à son histoire tragique. Il y a longtemps, un faible lézard perdit sa queue par malheur. Quand il rampa jusqu'au lac, il fut choqué de voir son corps devenu noir. Au fil du temps, son corps grandit et les voisins devinrent ses proies. Il gagna en intelligence et en puissance tandis que son brouillard noir faisait trembler toutes les créatures. Après des milliers d'années de combat, il devint le roi des bêtes de cette région. Pourtant, il aspirait à devenir plus fort et sentit une aura bien plus grande au loin. Attiré par cette présence, il se rendit en ville et crut que dévorer des humains le rendrait plus fort. Il s'éleva au rang de roi des bêtes, mais alors le pape agit. Le roi des bêtes fut vaincu lorsque le pape établit un réseau et scella son cadavre sous la ville. La ville de Qing fut ensuite construite sur ce même champ de bataille désertique. Après avoir entendu cette histoire, Yuki se demanda si l'incident récent était lié au roi des bêtes déchu. Lily répondit qu'il n'y avait pas assez d'informations, mais la présence du chef prouvait que c'était sérieux. Yuki devint alors frustré car il faisait déjà face à des menaces liées au boss. Soudain, Lily décida de partir en le remerciant d'avoir dissipé ses doutes et pour le repas. Elle lui rappela aussi d'être prudent à l'avenir et il décida de la raccompagner. Le lendemain à l'école, le professeur Will dit que l'homme sans visage était parti, donc pas besoin de paniquer. Cependant, un élève demanda si 13 hommes sans visage avaient vraiment été capturés, ce qui attira l'attention de Yuki. Will confirma que les hommes sans visage étaient actifs et dit à tout le monde de rester chez soi. Mais Yuki réalisa que les bêtes infectées augmentaient, bien que toujours gérables. Même ainsi, Yuki savait qu'il ne pouvait pas tout laisser au chef et qu'il aurait besoin d'une plus grande force. Soudain, Will annonça que l'envoyé Jiang viendrait demain et que tout le monde devait bien se comporter. La nouvelle excita instantanément les filles, qui se sentaient chanceuses de voir l'envoyé en personne. Pendant ce temps, les garçons étaient étonnés que leur lycée ait acquis une telle importance. Pourtant, Lily pensait que la situation était sérieuse, puisque l'envoyé Shan se classait parmi les 3 premiers en Chine. Entendre cela rendit Yuki mal à l'aise aussi, mais le système l'interrompit et l'informa qu'il pouvait changer de profession au niveau 10. Il pensait que le niveau 10 signifiait un grand coup de pouce, mais le bétail donnait trop peu d'expérience, alors il lui fallait une autre méthode. Plus tard, après la fin des cours, il reçut un appel téléphonique, mais certains élèves se moquèrent de lui pour sa sonnerie, disons un peu vintage. Il décida alors de les ignorer et répondit à l'appel. À l'autre bout du fil, le boss l'informa qu'il avait acquis une bête rare. Yuki demanda immédiatement de quel type il s'agissait en entendant cela. Le boss répondit que c'était un griffon à 3 têtes, une créature extrêmement rare. Yuki se rappela rapidement qu'il était de haut rang et demanda d'où il venait. Le boss dit qu'un ami en avait attrapé 3, puis fixa le prix d'un mâle à 800 000 et d'une femelle à 500 000. Yuki accepta aussitôt et le boss lui rappela d'apporter l'argent quand il viendrait. Après avoir raccroché, il se sentit frustré car il lui manquerait encore 500 000. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, quelqu'un lui attrapa l'épaule. Il se retourna et vit Lily qui lui demanda rapidement quand il cesserait d'être distrait. Il admit qu'il manquait d'argent et demanda un travail, à quoi elle demanda s'il était vraiment dans le besoin. En réponse, il hocha la tête à plusieurs reprises, après quoi elle lui dit qu'il pourrait l'aider avec quelque chose et qu'elle lui transférerait le paiement. Mais il fut surpris d'apprendre qu'elle était riche car elle ne l'avait jamais montré auparavant. Néanmoins, il l'assura rapidement qu'il accomplirait sa tâche, quelle qu'elle soit.
Il suggéra même de faire d'autres choses, ce qui le rendit un peu gêné, vous voyez le genre. Lily remarqua son expression et le prévint qu'elle n'était pas intéressée par lui. Cependant, il clarifia qu'il voulait seulement l'aider avec des gens embêtants et demanda ce qu'elle avait bien pu imaginer. Lily changea alors rapidement de sujet pour sa tâche et déclara qu'il l'accompagnerait toute la journée demain. Mais il fut laissé perplexe par sa demande. Le lendemain au musée, 2 statues imposantes se dressaient devant eux. Lily prit son temps pour offrir une prière sincère. Pendant ce temps, Yuki se rappela que c'étaient les dieux les plus vénérés, Jéhovah et Zeus. Il jeta aussi un coup d'œil à Lily en se souvenant que sans eux, la terre aurait pu devenir un havre pour les bêtes. Pourtant, il se demanda si elle avait vraiment dépensé une somme aussi importante juste pour le faire participer à une séance de prière. Lily dit alors que les cours de prière augmentaient les chances d'éveil, mais qu'il les sautait toujours. Elle pensait aussi que s'il s'éveillait, elle pourrait partager cette bonne fortune et augmenter ses propres chances. Mais Yuki pensa que dépenser 500 000 pour un léger coup de pouce de chance n'était raisonnable que pour les plus fortunés, les vrais nababs, quoi. Pourtant, quand il regarda autour de lui, il remarqua un portrait voisin d'une fille priant dévotement devant. Alors il demanda si prier devant un portrait pouvait vraiment fonctionner. Lily expliqua que les gemmes primales étaient rares, alors la plupart priaient plutôt devant des statues et des portraits, mais il dit qu'il ne savait pas ce qu'étaient les gemmes primales, alors elle le réprimanda pour avoir séché les cours. Elle expliqua ensuite que les gemmes primales étaient des pierres provenant de statues de dieux et que les statues faites à partir d'elles pouvaient bénir les croyants. Ainsi, prier devant des statues ou des portraits ordinaires pouvait augmenter les chances d'éveil. Cependant, Yuki ne croyait pas aux dieux et voulait seulement monter de niveau et devenir plus fort. Pourtant, il trouvait aussi étrange que la Chine n'ait pas de dieu dans ce monde. Alors il demanda à Lily si elle avait déjà entendu parler de légendes concernant les dieux chinois. Elle répondit que la Chine était considérée comme une terre abandonnée par les dieux, sans aucune légende divine restante. Cette réponse ne fit qu'approfondir ses doutes, car chaque civilisation avait des légendes liées à sa terre. Alors il spécula que des dieux avaient autrefois existé, mais que leurs légendes avaient été perdues ou effacées. Et comme il était venu en tant que Chinois, il se sentait responsable de découvrir la vérité de cette terre. Avec cette pensée en tête, il s'excusa pour s'occuper de quelque chose. Lily remarqua qu'il n'avait plus l'intention de prier et lui rappela que l'éveil n'était jamais facile. En réponse, il l'assura qu'il surpasserait les dieux même s'il échouait à s'éveiller. Mais sa déclaration audacieuse la laissa perplexe et elle en conclut qu'il était complètement fou. Pendant ce temps, Yuki était déjà sorti, pensant qu'il était temps de renforcer davantage sa puissance. Plus tard, à l'abattoir, les cages étaient recouvertes de talismans. À l'intérieur se trouvait un griffon mâle à 3 têtes de niveau 20 et des griffons femelles de niveau 17. Quand le boss montra les bêtes à Yuki, il demanda ce que Yuki en pensait. Yuki s'émerveilla alors de leur présence écrasante avec une puissance de combat dépassant le millier. Mettant de côté son étonnement, il demanda des nouvelles du 3e griffon que le boss avait mentionné. Après avoir expliqué que le dernier griffon serait livré plus tard par ses amis, il discuta du paiement. Alors Yuki promit de transférer l'argent mais demanda aussi à rencontrer l'équipe de chasse. Le boss parut perplexe et demanda pourquoi il voulait les rencontrer. Il répondit alors qu'il pourrait avoir besoin de leur aide à l'avenir pour chasser des bêtes. Il jura même de massacrer des bêtes et de forger un cœur d'invincibilité, mais le boss pensa qu'il était complètement fou. Pourtant, il accepta et dit que l'équipe arriverait plus tard. En attendant, Yuki observa attentivement les griffons. Il savait qu'il ne pourrait pas survivre avec sa force actuelle. Alors il choisit d'attendre l'équipe de chasse et demanda au boss de le prévenir. Plus tard, de retour chez lui, Yuki était occupé à prendre sa douche. Quand il entendit soudain un grand fracas dehors, il s'approcha rapidement de la porte se demandant si quelqu'un était entré. Mais étant donné les récents troubles en ville, il décida de vérifier. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, la porte fut violemment défoncée de l'extérieur. Sous l'effet de la force immense, elle vola vers l'intérieur. Sa figurine Ultraman finit par tomber au sol et tandis qu'il reportait son attention vers l'embrasure, la figurine se mit à tirer sur une poupée Godzilla. Pendant ce temps, derrière l'embrasure brisée, une fille aux cheveux roses apparut. C'était une membre de l'équipe de chasse nommée Yang et elle demanda s'il les cherchait. En colère, Yuki exigea de savoir qui elle traitait de pervers et fit remarquer qu'elle avait défoncé sa porte, mais elle rétorqua que se tenir là, enveloppé seulement dans une serviette, le faisait ressembler à un parfait spécimen du genre. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que sa serviette avait glissé, il la saisit à la hâte et expliqua que tout cela n'était qu'un malentendu. Cependant, elle ne montra aucun intérêt à l'écouter. Elle dit après cela qu'ils avaient apporté le dernier griffon et qu'ils attendraient à l'abattoir. Plus tard, à l'intérieur de la pièce secrète, le boss présenta Yuki à l'équipe de chasse. Un homme nommé Luke s'avança et se présenta. Yuki le vit et sut qu'il était vraiment un chasseur car sa présence dégageait une aura oppressante. Après cela, Luke présenta sa fille Yang à Yuki. En entendant cela, Yuki remarqua silencieusement qu'elle était une femme violente, mais ses pensées furent à ne couper quand Luke dit que le boss Queen lui avait dit qu'il voulait les voir. Il expliqua ensuite qu'il avait besoin de nombreuses bêtes féroces et espérait qu'ils pourraient travailler ensemble. Cependant, Luke demanda pourquoi il en avait besoin de temps, et il répondit que sa technique exigeait d'abattre des bêtes. En entendant cela, Luke et les autres tombèrent maladroitement silencieux. Après un moment, Luke dit que Yuki avait peut-être été trompé car il n'avait jamais entendu parler d'une telle méthode. Tandis que Yang déclara sans détour que Yuki n'était qu'un idiot pervers avec un esprit tordu. Entendant cela, Yuki la pointa du doigt et lui dit de se taire.
Mettant cela de côté, Luke dit que les griffons étaient les siens et demanda s'il avait l'intention d'en tuer un. Yuki admit que oui, mais qu'il manquait de force, alors il leur demanda de l'aider à l'affaiblir. En entendant cela, Luke accepta sans hésitation. Il entra alors dans la cage et fit face au griffon femelle à 3 têtes. Avec des yeux déterminés, il le frappa à main nue. La force immense envoya la créature massive s'écraser au sol. Cependant, un autre griffon s'avança et laissa échapper un rugissement assourdissant. Luke fut momentanément stupéfait en entendant un rugissement de lion en émaner. Le son affecta même Quen et Yang qui se couvrirent rapidement les oreilles. Mais Yang fut surprise quand elle remarqua Yuki à proximité. Elle le vit rester ferme et elle commença à se demander s'il avait vraiment une force cachée. Pendant ce temps, Luke a bondi dans les airs, le griffon l'a remarqué et a immédiatement fixé son regard sur lui, mais Luke n'y a prêté aucune attention et a levé la main. Puis il l'a abattu avec une force colossale sur l'une des têtes du griffon. L'impact a failli lui broyer la tête et le corps de la créature a commencé à s'effondrer mollement au sol. Après avoir confirmé qu'il était à l'agonie, Luke a informé Yuki que le reste était son affaire. Yuki est entré calmement dans la cage une fois l'information digérée et sans plus hésiter, il a lancé un coup de poing au griffon affaibli. Cependant, le système l'a informé que sa puissance était trop faible pour percer sa défense. Yang l'a regardé et s'est moqué de lui, lui disant d'arrêter car il n'était pas un guerrier. Cependant, ses mots se sont éteints quand elle a réalisé ce qu'il faisait réellement. Elle l'a vu frapper sans relâche le griffon avec une rafale de coups de poing. Elle s'est ensuite tournée vers son père et lui a demandé s'il sentait aussi la puissance de Yuki grandir. Luke est resté silencieux, se demandant si la force de Yuki sans éveil signifiait que la technique héréditaire était réelle. Pendant ce temps, Yuki continuait de marteler le griffon avec des coups de poing amplifiés au décuple. Il refusait aussi de croire qu'il ne pouvait pas percer sa défense alors qu'il était dessus. Alors il a rassemblé toutes ses forces et a porté un coup final. Quand la tête de la bête a explosé, il a gagné 7000 points d'expérience et 3500 pièces d'or. Son niveau est également passé de 7 à 9 et le système l'a félicité d'avoir obtenu 21 points d'attribut. De plus, il a acquis le rugissement du lion, brûlant la moitié de son endurance pour tripler sa puissance en un seul rugissement. Réalisant que c'était une compétence de zone d'effet, il savait qu'il devrait l'utiliser avec prudence à l'avenir. Mais alors qu'il se délectait encore de la satisfaction de monter de niveau, Luke l'a interpellé. Il a dit que Yuki avait de la force mais l'utilisait mal et qu'avec un bon entraînement, il pourrait s'améliorer de 20%. Alors, en partant, il lui a conseillé de rendre visite à son forgeron s'il voulait vraiment devenir plus fort. Yuki a ensuite agité la main avec confiance et a déclaré qu'il irait sans faute. Après cela, Yang a parlé doucement à son père de Yuki. Luke s'est brusquement arrêté et a confirmé que l'aura de Yuki avait grandi après avoir tué le griffon. Le lendemain, à la maison, Yuki était occupé à balancer son épée à plusieurs reprises. Cependant, il s'est plaint que s'occuper des restes du griffon était toujours une sacrée corvée. Après tout, c'est énorme, mais au moins sa viande lui permettrait de booster ses attributs pendant un certain temps. Pourtant, ses pensées ont été interrompues par un appel entrant. Quand il a répondu, Lily l'a immédiatement réprimandé pour son absence en classe, la coquine. Il a alors répondu en lui disant qu'il avait quelque chose d'important à lui avouer. À ce moment-là, à l'école, Lily a été stupéfaite par ces mots, alors elle s'est précipitée sans hésitation pour le rejoindre, laissant les autres perplexes. Ignorant leur regard, elle s'est dirigée vers la maison de Yuki aussi vite qu'elle le pouvait. Plus tard, chez Yuki, la table à manger était de nouveau remplie d'un hot pot fumant. Lily est arrivée pendant que Yuki mangeait et en a demandé, alors il a dit que les plus lents n'auraient rien du tout. Après avoir terminé le repas, tous deux se sont sentis complètement repus. Lily s'est penchée en arrière en remarquant qu'elle n'aurait jamais cru qu'il emprunterait de l'argent juste pour acheter un griffon. Il a admis que c'était vrai, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle se précipite si vite juste pour manger la gourmande. Elle a ensuite expliqué que la viande de monstre boostait la forme physique, donc sécher les cours pour ça n'était pas un drame. Mais il a éclaté de rire en entendant cela et elle a exigé de savoir ce qui était si drôle. Il a répondu qu'il avait simplement imaginé la déléguée de classe menant tout le monde à faire l'école buissonnière. En réponse, elle l'a frappé et l'a forcé à s'excuser sur le champ. Après un instant, elle a bu un verre et a demandé nonchalamment s'il avait suivi les nouvelles. Elle a révélé que les forces de l'ordre avaient émis une alerte rouge et que l'envoyé était arrivé pour prendre les rênes. À cause de cela, elle craignait que la ville de Qing ne soit confrontée à une crise majeure. Il a rapidement été d'accord avec elle car il se sentait mal à l'aise récemment et il devait monter de niveau FISA. Juste à ce moment-là, il l'a vu prendre quelque chose de son sac et a demandé ce qu'elle faisait. Elle a posé un cahier sur la table, annonçant qu'elle lui donnerait des leçons supplémentaires, mais il en fut complètement abasourdi. Alors elle a expliqué qu'il ne pouvait pas continuer à visiter des endroits comme le musée sans les connaissances de base. Sa protestation indignée a résonné dans tout l'appartement après avoir entendu cela. Plus tard ce soir-là, leur leçon supplémentaire a finalement pris fin et elle lui a rappelé de maintenir ses efforts. Quand elle a mentionné qu'il continuerait à l'avenir, il a poussé un cri de surprise. Mais elle l'a seulement regardé sévèrement et a demandé s'il avait un problème.
En réponse, il l'a immédiatement nié. Cela réglé, elle s'est préparée à partir et a dit au revoir. Cependant, il l'a rattrapée et a proposé de la raccompagner chez elle, car il se sentait un peu agité. Entendre cela l'a fait rougir légèrement, mais elle a quand même répondu que sa maison n'était qu'à 3 rues et à seulement 10 minutes de marche. Après avoir confirmé, il a insisté pour qu'il parte rapidement, car ce serait plus dangereux après la tombée de la nuit. Les deux marchèrent dans la rue, cependant elle a trouvé que marcher comme ça était étrangement gênant. Alors elle a essayé d'apaiser l'atmosphère en mentionnant que le coucher de soleil était magnifique. Quand elle n'a reçu aucune réponse, elle s'est tournée et a demandé s'il écoutait vraiment. Yuki est sortie de ses pensées et a demandé ce qu'elle avait dit, mais elle s'est sentie gênée et a balayé la question en les pressant de se dépêcher. Bien qu'il l'ait reconnue, son regard a instinctivement dérivé sur le côté où il a remarqué une ruelle sombre émettant une étrange aura. Sentant quelque chose d'inhabituel, il a attiré l'attention de Lily dessus. Il lui a suggéré de rester chez lui pour la nuit car sa maison avait largement assez de place pour deux. Elle s'est tournée avec surprise et a demandé ce qu'il voulait dire, tout en se demandant si elle devait accepter son offre. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un claquement soudain a résonné dans l'air. Yuki s'est raidi en entendant une voix commencer à compter. Réalisant le danger imminent, il a tiré Lily en arrière, ce qui l'a fait demander ce qui se passait. Il a expliqué qu'il sentait une présence inhabituelle dans l'allée et était sûr que c'était un monstre. En entendant cela, elle a demandé s'il devait combattre en retraite, mais il lui a dit qu'il y avait beaucoup d'autres présences devant, ce qui compliquait les choses. Alors il s'est arrêté net et a découvert qu'ils étaient déjà encerclés par plusieurs figures de bois. Les hommes de bois continuaient de compter en les fixant avec des sourires sinistres. Comprenant leur situation, Yuki réalisa qu'ils étaient totalement encerclés. Soudain, les créatures déclarèrent qu'elles les puniraient pour avoir désobéi à la règle de ne pas bouger. Yuki découvrit alors que chaque homme de bois était de niveau 8 avec une puissance de combat de 100. Après avoir confirmé cela, il a souri car ce ne serait pas un problème, mais Lily se demandait toujours s'ils avaient vraiment un moyen de s'en sortir. Il est resté calme, puis a répondu que la retraite était inutile car il s'en occuperait tout de suite. Bien qu'elle le soupçonnât de se vanter, il l'appela, puis il lui ordonna de se couvrir les oreilles alors qu'il s'apprêtait à utiliser sa compétence. Il activa le rugissement du lion capable d'assourdir les ennemis et de briser leurs organes internes. L'onde sonore assourdissante força instantanément les hommes de bois à reculer. En quelques instants, leurs corps furent complètement réduits en miettes. Les voyant tous éparpillés, Lily fut choquée que Yuki les ait éliminés d'une seule attaque. Elle ne put s'empêcher de se demander quand il était devenu si puissant. Pendant ce temps, Yuki vit que les restes étaient immangeables, mais les points d'expérience étaient considérables. Cependant, il les rejeta aussi comme inutiles, car les temps modernes n'avaient pas besoin de bois de chauffage. Soudain, il remarqua quelque chose qui brillait à proximité. Il vit une perle d'apparence délicate et demanda à Lily si elle la reconnaissait. Elle lui répondit que s'il avait écouté en classe, il saurait que c'était le noyau d'un homme de bois. Elle ajouta que le noyau avait une forte vitalité et pouvait servir de médecine pour les éveiller, le rendant précieux. En apprenant qu'il pouvait être vendu, il décida immédiatement de tous les ramasser. Lily lui lança la perle avec désinvolture et l'assura qu'elle ne rivaliserait pas. Il l'attrapa rapidement, incapable de cacher sa satisfaction. Cependant, quelqu'un apparut soudainement devant eux. Un agent de la loi leur demanda alors pourquoi ils étaient dehors. L'officier nommé Jin avertit également que la ville était particulièrement dangereuse la nuit. Mais son regard tomba sur les monstres de bois brisés et il demanda s'ils en étaient responsables. Lily clarifia rapidement que c'était Yuki qui les avait éliminés seuls. Jin fut surpris d'entendre cela et se demanda si Yuki était une sorte de monstre. Yuki remarqua son expression et décida de se présenter. En entendant son nom, ils réalisèrent que c'était lui qui avait vaincu l'homme sans visage. Jin loua alors son nom de famille pour avoir produit un tel talent, bien que les autres trouvassent cela exagéré. Poursuivant, il se présenta comme capitaine de la 6e équipe et dit que Yuki pourrait devenir une puissance de niveau 9. Yuki répondit que Jin était trop gentil, mais admit qu'il était plus intéressé à surpasser les dieux. Pourtant, Lily savait qu'un niveau 9 rivalisait avec les 4 gardiens et elle se demanda si l'écart entre eux s'élargissait. Après un bref échange, Jin les pressa de rentrer rapidement à cause de l'apparition du monstre. Plus tard, chez Lily, elle remercia Yuki et l'avertit que le roi des monstres cherchait le cadavre du lézard. Mais Yuki l'assura calmement qu'il y aurait toujours une solution. Elle le remercia simplement à nouveau et ferma la porte avec une force inattendue, le laissant se demander s'il l'avait offensé. À son insu, Lily se demandait avec inquiétude si elle pourrait vraiment suivre son rythme. Plus tard à l'abattoir, Yuki tua un autre griffon. Yang vit cela et remarqua qu'elle n'avait encore rien vu d'impressionnant de sa part. Yuki l'ignora, sachant que même après avoir vaincu 2 types de bêtes, il était encore loin de monter de niveau. Alors il demanda des nouvelles du griffon de niveau boss qu'ils avaient capturé. En entendant cela, Luke lui fit signe de le suivre. Après cela, il saisit la lourde couverture et la retira de la cage. Elle révéla alors le roi griffon de niveau 20 avec une puissance de combat de 1900. Yang vit l'expression surprise de Yuki et lui rappela que ce n'était rien qu'il puisse gérer. Encouragé par les paroles de son père, Yang dit à Yuki, qui n'était qu'une petite pousse, d'abandonner.
Mais Yuki l'ignora et sortit son couteau. Il s'avança ensuite et poignarda le griffon. Cependant, la lame se brisa instantanément à l'impact. Voyant cela, Yang éclata de rire devant ce qu'elle considérait comme une confiance en soi flagrante. Pourtant, il resta calme, car il avait déjà compris le problème. Sans l'épée céleste, il ne pouvait pas briser la défense du roi Griffon, mais il sentait sa respiration. Alors il ferma les yeux et se concentra. À ce moment-là, le rythme des respirations du Griffon lui devint clair. Quand l'une des têtes montra une légère faiblesse dans sa respiration, il rassembla rapidement 10 fois sa force, puis il serra le couteau brisé et frappa directement la tête affaiblie. Yang fut choqué par cela, tandis que Luke ne s'attendait pas à ce que Yuki maîtrise la respiration de martèlement musculaire. Peu après, le système notifia qu'il avait gagné 15 000 points d'expérience et atteint le niveau 10. Il obtint également l'armure de combat du Griffon. Après cela, le système demanda un changement de classe et Yuki résolut d'en tirer fortune. Ensuite, Luke félicita Yuki d'avoir pu maîtriser la respiration de martèlement musculaire. Yuki répondit avec désinvolture qu'il était un génie, car il ne pouvait pas révéler le système. Laissant cela de côté, il appela le patron qui demanda immédiatement pourquoi, mais avant qu'il ne puisse répondre, le système l'informa que l'armure de Griffon avait été livrée. Alors il dit simplement au patron qu'il transférerait le paiement et s'éloigna en hâte. Son départ abrupt laissa alors Luke et les autres complètement confus. Quoi qu'il en soit, Yuki ne pouvait contenir son excitation en essayant l'armure. Plus tard chez lui, il se sentit satisfait de la défense de l'armure et du pouvoir de voler. Par conséquent, il déclara que pour l'instant, même l'épée céleste aurait du mal à la percer. Laissant cela de côté, il se demanda quel était le but du jeton d'établissement de village qu'il avait obtenu. Sachant qu'il l'avait eu dans le coffre au trésor du boss, il le saisit. Puis il l'examina et conclut que cela pourrait être vital pour bâtir son influence à l'avenir. Cependant, sa priorité aujourd'hui était lui-même, puisqu'il avait enfin atteint le niveau 10. Il s'empressa d'invoquer le système pour initier un changement de classe. Une lumière brillante enveloppa tout son corps, alors que le processus de changement de classe commençait. Observant la lueur radieuse qui l'entourait, il ressentit un sentiment d'admiration. Le système présenta d'abord la classe de mage, une profession à longue portée qui manie une magie puissante. En entendant parler du métier à longue portée, il s'intéressa immédiatement. Le métier de guerrier apparut ensuite, un rôle de combat rempli d'intentions de bataille. Au moment où Yuki le vit, il ressentit une attraction instantanée. Enfin, le système présenta le moine bouddhiste avec une voix de compassion contre le mal. Après avoir affiché les 3 options, le système l'invita à faire son choix. Après mûre réflexion, Yuki leva la main vers l'interface de sélection. Lorsque son doigt entra en contact, le système confirma sa décision de changer de classe pour guerrier. Après le changement, ses muscles et ses os devinrent plus forts. Une douleur intense traversa son corps et le força à serrer les dents. Une lumière dorée l'enveloppa bientôt et des éclairs s'abattirent sur sa silhouette. Après la transformation, il dit que la douleur était rude, mais que le pouvoir en valait la peine. Plus tard, après la douche, il constata que sa puissance de combat était passée à 900 et sa force à 62. Avec sa puissance triplée, il sentit que vaincre le roi Griffon serait facile. Posant sa boisson, il réalisa que les monstres ordinaires ne suffisaient n'en haut plus et que la nature sauvage était nécessaire pour une croissance rapide. À ce moment-là, le système émit une notification annonçant l'activation de sa quête principale. Sa quête principale exigeait qu'il obtienne la reconnaissance de 10 millions de personnes pour ses compétences martiales, tandis que sa quête secondaire exigeait qu'il tue 20 bêtes de niveau supérieur à 10. Après avoir examiné ses objectifs, il conclut que le système le guidait vers la nature sauvage. Avec cette compréhension, il résolut d'expérimenter ses dangers de première main. Le lendemain, il arriva à la guilde des aventuriers de la ville de Qing. Le bâtiment imposant l'impressionna, d'autant plus qu'il était le centre des missions en pleine nature. À l'intérieur du hall d'accueil, des foules de gens se pressaient. Il entendit même un appel pour 4 guerriers de rang, 3 alignés sur le vent, pour chasser le roi tigre. En dehors de cela, il entendit parler d'une quête pour des vessies biliaires et cette agitation lui rappela les guildes de jeux d'antan. Il découvrit aussi que la plupart des membres de la guilde étaient des éveillés et qu'ils jouissaient d'un statut élevé. Soudain, une femme l'approcha et lui demanda s'il avait besoin d'aide. Cette femme nommée Marie remarqua joyeusement qu'aider les autres lui apportait la plus grande joie. Cependant, il répondit qu'il ne faisait que regarder et s'adressa à elle comme à une tante. Mais l'entendre l'appeler tante enflamma instantanément son tempérament. Déconcerté, il pensa que l'appeler tante était encore acceptable pour un étudiant de 2e année. Pourtant, Marie le réprimanda pour son insolence et déclara qu'il était dans de sérieux ennuis. Juste à ce moment-là, une voix familière l'appela et demanda ce qu'il faisait là. Quand il se retourna, il vit que c'était Yang et Luke. Yang lui fit même un signe de la main, joyeusement, en guise de salutation. Alors il saisit immédiatement la main de Luke et dit que c'était bon de le voir. Cependant, Luke le repoussa et lui dit que ça suffisait. Il se tourna ensuite vers Marie et lui demanda de lui accorder un peu de respect et de laisser tomber l'affaire. Marie fut visiblement surprise par l'intervention de Luke. Néanmoins, elle écarta le problème et rappela à Yuki d'être plus malin.
Après son départ, Yuki demanda à Luke si tout le monde dans la guilde était aussi étrange. Luke le confirma et dit que les combats dans la nature sauvage maintenaient leur nerf à vif. Laissant cela de côté, il demanda ce que Yuki faisait là. Yuki répondit qu'il avait l'intention de s'aventurer dans la nature sauvage pour l'expérimenter par lui-même, mais Yang ricana qu'il serait dévoré dans l'heure. Entendant cela, il la railla en retour en affirmant qu'elle n'était pas meilleure. Elle le défia alors avec son épée et il accepta, ce qui mena à une querelle animée. Luke fut enragé par leur comportement tandis que les aventuriers proches les encourageaient. Sans perdre un instant, il les traîna tous les deux à l'écart. Plus tard, dans une salle VIP, Yuki se plaignit que Luke avait été impitoyable de l'avoir frappé. Cependant, Luke avertit qu'avec des experts cachés aux alentours, provoquer un conflit était insensé. Après avoir réalisé la vérité dans ses paroles, Yuki se calma enfin. Luke continua ensuite d'avertir que si la chasse aux monstres donnait de l'expérience, la nature sauvage était vraiment risquée. Pourtant, entendre cela rendit Yuki ravi et il pressa Luke pour des détails. Voyant son enthousiasme, Luke accepta finalement. Il expliqua que l'extérieur était périlleux, surtout les 4 zones de danger. Cependant, Yuki n'en avait jamais entendu parler. Alors Luke dit que la féroce montagne du Tigre à l'est était dirigée par le roi tigre ailé doré. À l'ouest se trouvait le marais boueux, dirigé par le dragon à 2 têtes. Au sud s'étendait la mer de fleurs, sous le démon des fleurs. Enfin, à 300 miles de là, le mont Loup abritait le roi fantôme. C'étaient tous les 4 zones entourant la ville de Qing, avec d'innombrables dangers cachés au-delà. Cependant, l'attention de Yuki se porta sur l'expérience qu'il pourrait en tirer. Luke remarqua l'expression excitée de Yuki et en fut perplexe. Néanmoins, il dit que combattre des bêtes éparses à l'extérieur suffisait sans s'aventurer loin. Yuki l'assura alors qu'il savait ce qu'il faisait, mais qu'il devait partir rapidement. Plus tard, au mur défensif de la ville de Qing, un garde barra la route à Yuki de la zone restreinte. Il demanda aussi si Yuki avait un laissez-passer et pourquoi il s'échappait en douce. Incapable de fournir une réponse, Yuki pointa le ciel et cria à propos de monstres volants. Le soldat se retourna instinctivement pour regarder mais ne trouva rien. Quand il se retourna, Yuki avait déjà disparu, alors il était confus de savoir pourquoi Yuki cherchait le danger malgré son apparence normale. Plus tard, dans la ville de Jixia, des monstres rats faisaient des ravages parmi les ruines. En voyant cela, Yuki nota que le rat de niveau 5 prouvait que l'extérieur était une terre désolée. Il sortit ensuite son arme, la lance du vent et du tonnerre, qui possédait une puissance d'attaque de 350. Après l'avoir équipé, il sauta en l'air, puis il décida de tester sa force sur le rat géant. D'un seul coup, il le tua instantanément et gagna 3 points d'expérience. Bien qu'il se moquât de la maigre récompense, c'était quand même la vie de chasseur de monstres qu'il avait tant désiré. Alors qu'il se tenait là, les rats environnants commencèrent à s'agiter. Il sentit rapidement un mouvement et se tourna vers la source. Une horde de rats déferla d'un bâtiment voisin. L'un d'eux poussa un rugissement aigu en guise de signal et Tous les Saints se précipita vers lui d'un coup, mais il resta imperturbable et décida d'essayer sa nouvelle technique. Alors que les rats se rapprochaient, il leva sa lance et activa sa compétence de guerrier. La lance du vent et du tonnerre fut enveloppée d'une puissance spirituelle déferlante. Les rats hésitèrent un bref instant en sentant la force écrasante, mais son attaque balaya la zone et engloutit l'essaim. Quand la poussière retomba, Yuki se tenait au milieu des cadavres, recevant des points d'expérience constants. Alors que le soleil se couchait au-delà de la forêt, Yuki fit un feu et commença à rôtir les rats qu'il avait chassés. Une fois cuit, il rongea la viande sans hésitation. L'un après l'autre, il mangea à sa faim, puis jeta les os dépouillés. Au moment où il eut fini, il remarqua que la viande de monstre fraîche était étonnamment tendre. Cependant, son expression devint vite sérieuse, car il sentit une puissante présence approcher. Il se retourna brusquement pour vérifier qui c'était. À sa surprise, un tigre ailé chargeait droit sur lui. Alors il saisit sa lance à la hâte et sauta en l'air tout en manœuvrant derrière le tigre ailé doré. Ensuite, un éclair déchira la forêt alors que son attaque descendait. Après l'avoir vaincu, il se moqua de sa faible puissance de combat, mais se demanda quel goût il avait. Il se demanda ensuite quel genre de tigre c'était, car de telles bêtes vivaient rarement ensemble. Avant qu'il ne puisse finir ses pensées, il réalisa que d'autres tigres avaient émergé. L'un d'eux s'avança et grogna avec des yeux injectés de sang. Yuki fut stupéfait en voyant cela. Alors, sans perdre une seconde, il se retourna et commença à courir. Pourtant, il était toujours poursuivi par des tigres ailés. Alors, il s'interrogea sur leur unité inhabituelle. Réalisant qu'il finirait par être attrapé si cela continuait, il décida d'utiliser sa compétence. Alors, il s'arrêta brusquement de courir et activa son pouvoir. L'armure de combat du griffon se matérialisa autour de son corps et la lumière brillante aveugla les tigres. Heureusement, l'armure lui donna la capacité de voler, ce qui le sauva d'être piégé. Cependant, il admit enfin le péril de la nature sauvage et s'interrogea sur le plaisir des tigres à le chasser. Mais maintenant, il déclara que c'était son tour. Il déchaîna ensuite sa fente du dragon et du phénix. Une formidable déferlante de puissance déchira et engloutit les tigres. L'un après l'autre, ils s'effondrèrent et tombèrent des airs. Les notifications du système inondèrent Yuki, car il gagna d'énormes quantités d'expérience de leurs cadavres. Yuki nota alors que chaque tigre donnait 2000 points d'expérience et pensa qu'une douzaine de plus le ferait monter de niveau.
Mais soudain, une vague de vertige le frappa et sa vision commença à se brouiller. Alors qu'il luttait pour rester debout, il réalisa que la fente du dragon et du phénix était trop épuisante pour une utilisation constante. Il admit aussi qu'il n'était pas aguerri et avait besoin de restaurer son mana. En même temps, il vit la tactique de chasse et de retraite des tigres qui montrait leur intelligence. Plus tard, plus profondément dans la forêt, un cerf se promenait tranquillement quand un tigre ailé doré apparut soudainement et lui sauta dessus. À ce moment précis, la lance de Yuki jaillit. Elle frappa le corps du tigre et le cloua contre un rocher voisin. Ensuite, Yuki marcha vers le corps du cerf, seulement pour découvrir que l'appât était déjà mort. Ce qui lui compliquait d'encore plus les choses. Plus tard, près d'une falaise, il découvrit plusieurs tigres ailés rassemblés. Il admit que les bêtes étaient trop rusées, bien qu'une poignée de plus le ferait monter de niveau. Dans cet esprit, il décida de passer à autre chose et de chercher d'autres monstres féroces. Après un certain temps, il trouva enfin un tigre solitaire et le marqua pour le faire monter de niveau. Pensant au point d'expérience qu'il gagnerait, il vola vers lui avec excitation. Pourtant, il réalisa à son arrivée que la situation n'était pas celle qu'il imaginait. Devant lui se tenait le roi tigre de niveau 25. À ce moment-là, la bête massive s'éveilla lentement et se dressa de toute sa hauteur. Alors il pouvait à peine croire la taille de la créature car elle était plus grande qu'une baleine. Mais le regard du tigre se fixa soudainement sur lui, alors il commença à se demander nerveusement s'il avait déjà détecté sa présence. Le roi tigre avança avec une aura menaçante l'entourant. Il rassembla également de l'énergie dans sa gueule alors qu'il préparait une attaque. Sans hésitation, il libéra une puissante boule d'énergie vers Yuki. Yuki répondit en formant rapidement une barrière de bouclier pour tenter de bloquer l'attaque, mais la force la traversa quand même et le frappa. Submergé par l'impact, il fut projeté en l'air. Le roi tigre, qui vit cela, le regarda froidement, son expression remplie de dédain. À proximité, plusieurs cerfs paissaient paisiblement dans un champ. Quand ils virent de soudain Yuki tomber du ciel, ils se figèrent de confusion. Pendant ce temps, Yuki retrouva son équilibre et concéda la puissance terrifiante du roi tigre. Mais avant qu'il ne puisse récupérer, un autre son résonna à travers la forêt. Il se tourna brusquement et vit encore une autre horde de bêtes se précipiter vers lui. L'anxiété saisit Yuki car il craignait que sa chance ne soit finie et qu'il ne soit piétiné. Laissant cela de côté, il sortit rapidement sa lance et passa à l'action. Il utilisa une coupe verticale suivie d'un balayage horizontal contre les bêtes. L'immense force de ses attaques les balaya, mettant fin à la situation chaotique. Après avoir vaincu les monstres, il gagna 1000 points d'expérience et de l'or. De plus, le système l'informa qu'il avait atteint le niveau 11. En entendant cela, il planta sa lance dans le sol et s'effondra de soulagement, mais admit que les bêtes étaient bien trop nombreuses. Cela le fit alors suspecter un accord caché entre le gouvernement et le roi des monstres. Tout en s'étirant, il considéra aussi le danger du monde et pensa à atteindre le niveau 12 avant de rentrer. Yuki regarda ensuite les bêtes nourrissantes et se demanda si son inventaire pourrait les contenir. Pendant ce temps, il reconnut la nécessité d'affûter ses compétences de combat après avoir lutté contre des ennemis plus faibles. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre ses pensées, il entendit des voix dériver à travers la forêt. Il repéra alors un groupe de taureaux au loin et devint intrigué. À ce moment-là, Yang et son équipe étaient encerclés par le troupeau. Leur état était déjà critique après les batailles précédentes. Soudain, l'un des taureaux chargea. Yang leva précipitamment son épée pour bloquer l'attaque. En même temps, elle pressa son père de finir rapidement. Non loin de là, le roi taureau cornu se tenait avec une oreille sectionnée et la blessure avait été infligée par nul autre que Luke. Entendant la voix de Yang, il lui dit d'endurer un peu plus longtemps pendant qu'il achevait le monstre. Cependant, le roi taureau était loin d'être vaincu. Il saisit un moment de distraction de Luke et se tourna soudainement pour fuir. Luke lui cria d'arrêter, mais il réalisa qu'une bataille prolongée pourrait les condamner tous. Pendant ce temps, l'épée de Yang fut arrachée de sa prise et projetée au sol. Son bras fut également blessé après qu'elle n'ait pas réussi à se défendre. Quand elle força ses yeux à s'ouvrir, elle vit le taureau enragé charger droit sur elle. Luke lui a crié de bouger, mais il savait que c'était peut-être déjà trop tard. Yang le savait, mais épuisée, elle ne put que s'excuser. Soudain, le taureau devant elle fut frappé par la foudre. Alors qu'il s'écroulait, Yuki apparut, se moquant de Yang, incapable de gérer ça. Entendant sa voix, elle fut surprise et le traita de pouce de haricot pervers. Il clarifia aussitôt qu'il n'était pas pervers et demanda comment ils s'étaient retrouvés encerclés. Avant qu'elle ne puisse répondre, Luke apparut soudain. Il expliqua vouloir forger une meilleure arme à Yang, mais son erreur lui avait coûté cher. En l'entendant, Yuki fut surpris que Luke ait pu commettre une telle bévue. Cependant, une lame fut soudainement pointée sur son cou. Luke le prévint de surveiller ses paroles et il s'excusa rapidement. Pendant ce temps, les deux autres hommes appelèrent Luke disant qu'il ne tiendrait plus très longtemps. Luke reporta son attention sur le roi taureau, trop intimidé pour résister. Pourtant, le temps passant, d'autres taureaux continuaient de se rassembler. Yang suggéra soudain qu'ils se frayent un chemin en combattant. Mais il répondit qu'avec tant d'ennemis, ils ne pouvaient pas tous les éliminer. Yang insista qu'elle s'en fichait et déclara même vouloir manger du rôti de bœuf. Luke ne put que s'excuser, admettant qu'il était déjà à court d'endurance.
Contre toute attente, Yuki l'exhorta à tenir 3 secondes. Luke accepta, perplexe. Yuki bougea aussitôt, disant qu'il n'y avait pas de temps à expliquer. Voyant cela, Luke ne put s'empêcher de le gronder, mais il s'avança et utilisa sa lame cyclonique pour bloquer les taureaux. En combattant, il prévint Yuki que cette technique l'épuiserait et laisserait leur vie entre ses mains. Yuki le rassura de ne pas s'inquiéter car il n'avait pas encore assez vécu pour mourir. Après cela, il résolut de s'emparer du roi taureau pour arrêter les autres. Il se précipita vers le dos du roi taureau et déchaîna un coup de poing 10 fois plus puissant. L'impact fut si immense que la tête du roi taureau fut écrasée au sol. En voyant cela, Yang et Luke furent choqués par cette démonstration de force. Cependant, Yuki ne s'arrêta pas là et activa sa frappe du dragon phénix. Le roi taureau ressentit une pression immense alors que le dragon et le phénix descendirent d'eau sur lui. Il tenta de fuir mais ils le poursuivirent sans relâche. En un éclair, le dragon et le phénix fusionnèrent et abattirent tout le roi taureau. Alors que son corps tombait inerte au sol, Yuki déclara enfin que c'était fini. Après la décapitation du roi taureau, les autres taureaux commencèrent à fuir en panique. L'homme chauve appela alors joyeusement son autre compagnon qui se précipita. Les deux s'étreignirent et déclarèrent joyeusement avoir survécu. Cependant, Luke, honteux, proposa de les abandonner, ce à quoi Yang acquiesça. Soudain, il remarqua Yuki qui lui faisait signe et il répondit qu'il lui devait une fière chandelle cette fois. Mais Yuki insista que ce n'était pas nécessaire, se connaissant si bien. Irrité par l'audace de Yuki, Luke fut tenté de lui donner une leçon. Mais Yuki demanda soudain le corps du monstre, car cela le renforcerait. En l'entendant, il lui dit d'attendre un instant. Cela fit vite demander à Yuki s'il y avait autre chose. Il répondit que la puissance brute de Yuki manquait de finesse et le dirigea vers le forgeron de Luo Mountain Town. Là, il lui enseignerait sa méthode pour maîtriser correctement la force. En entendant cela, Yuki accepta joyeusement et dit qu'il irait sans faute. Cependant, Yang l'exhorta à se changer avant de se ridiculiser et il obtempéra. Plus tard, à Luo Mountain Town, Yuki arriva devant une boutique. En voyant que c'était la forge de Luke, il sut qu'il était au bon endroit. Soudain, Yang l'appela, disant qu'elle pensait qu'il ne la trouverait pas. Mais elle remarqua son expression et demanda s'il était surpris par sa tenue de combat. Elle présenta ensuite leurs armes et dit fièrement qu'elle n'était pas mal. Cependant, il remarqua que la capacité de Luke rendait cela naturel. Puis demanda pourquoi elle faisait son intéressante. Furieuse de sa réponse, elle demanda s'il voulait se battre. Yuki accepta sans crainte, la poussant à déclarer sa perte. À ce moment, Luke fit irruption et demanda pourquoi ils se battaient à chaque fois. Il les frappa même sur la tête et leur dit de se tenir tranquilles. Pourtant, tous deux insistèrent que ce n'était pas leur faute et commencèrent à se pointer du doigt. Luke leur ordonna finalement d'arrêter et annonça qu'il forgerait une nouvelle arme pour Yang. Peu après, il commença à démontrer une méthode spéciale pour maîtriser le pouvoir et leur dit de regarder. Alors qu'il levait son marteau vers la corne, il rappela à Yuki de faire très attention. Puis il frappa la corne avec une force immense. Yuki fut stupéfait qu'un mouvement si court contienne une puissance écrasante. Il réalisa que cette technique était extraordinaire et décida de la mémoriser attentivement. Cependant, le système le notifia qu'il avait détecté la manipulation de pouvoir de Luke. Il atteignit alors la maîtrise élémentaire et fut enfin capable de maîtriser sa force. Bien que surpris, il se demanda si atteindre 1000 points était nécessaire avant d'avancer. Soudain, Yang le remarqua fixant intensément et demanda s'il avait appris. Il répondit avec confiance qu'il l'avait fait, étant un génie. Mais son arrogance l'infuria aussitôt et elle ressentit l'envie de le frapper. Plus tard cette nuit-là, le son du métal frappé résonna à l'extérieur de la boutique. À l'intérieur, Luke frappa la corne une dernière fois avec une force immense. Peu après, l'épée fut enfin forgée. En voyant cela, Yang fut ravi que son épée céleste du taureau soit complète. Cependant, une aura sombre apparut soudainement autour d'elle lorsqu'elle tendit la main pour la prendre. Luke le remarqua et la prévint rapidement d'être prudente. L'épée commença à bouger d'elle-même et lévita dans les airs. Elle se tourna ensuite vers Yang et fonça droit sur elle. Elle esquiva rapidement, mais la lame lui érafla tout de même la joue. En plein air, l'épée se sépara soudainement en deux. Puis elle tomba au sol avec un claquement sec. Après avoir été témoin de cela, Yuki demanda ce qui s'était passé. Luke expliqua qu'elle résistait à cause d'une volonté persistante qu'il n'avait pas réussi à éliminer. Sur ce, il se tourna vers Yang et s'excusa d'avoir détruit son arme. Mais elle rejeta l'idée et affirma qu'elle pourrait se qualifier à l'Institut d'arts martiaux quelle que soit son arme. Il s'excusa ensuite auprès de Yuki, car son plan de lui montrer la bonne technique n'avait pas fonctionné. Mais Yuki le rassura, disant que c'était bon car il l'avait déjà appris. Luke tenta de continuer à expliquer, mais il s'arrêta en entendant la réponse de Yuki. Surpris par cela, il demanda s'il l'avait vraiment déjà maîtrisé. Yuki ramassa rapidement un marteau et une épée à proximité, puis il demanda à Luke de vérifier s'il y avait des défauts dans sa technique. Après avoir dit cela, il posa l'épée et se prépara.
Quand il abattit le marteau sur la lame, l'épée fut coupée net en 4 morceaux. En voyant cela, Luke remarqua que le contrôle de la force de Yuki avait entièrement changé. Il avait aussi saisi la technique en un seul essai, ce que Luke trouva terrifiant d'impression. Pendant ce temps, Yuki proposa à Yang de tester son arme et elle demanda rapidement s'il lui donnerait la lance. Mais il dit que la lance ne convenait pas à son tempérament. Alors, il produisit l'épée tranchant céleste avec plus de 60 de force. Il lui dit aussi que l'arme était un trésor de famille et elle accepta avec enthousiasme. Mais elle s'interrogea sur l'origine de l'épée et il expliqua qu'il pouvait invoquer des objets à distance. Elle partit ensuite, disant qu'il dépendrait tous de lui pour les fournitures, mais Yuki choisit de ne pas révéler son système. Plus tard, ils ouvrirent de la boutique et firent de se tenir Yang devant un mannequin d'entraînement. Avec sa nouvelle épée en main, elle ferma les yeux et concentra toute sa force, tandis que Luke et Yuki observaient. Quand elle rouvrit les yeux, ils étaient remplis de détermination. Elle s'avança et trancha la bûche de bois devant elle. La lame la traversa et la fendit net en deux. En voyant cela, elle ne put s'empêcher de s'émerveiller de la netteté de l'épée. Luke convint aussi que la coupe était nette et précise, digne d'une arme de trésor. Yuki entendit cela et tapota légèrement Luke, disant qu'il était encore trop poli, un vrai gentleman. Tandis que Yuki pensait que ça valait le coup pour la compétence de contrôle, Luke reconnaissait son génie imprudent. Cela dit, Yuki annonça qu'il rentrerait en avance, l'affaire de l'arme étant réglée. Cependant, Luke lui demanda d'attendre, ce qui le fit se demander s'il y avait quelque chose. Luke lui demanda ensuite s'il avait déjà envisagé de rejoindre l'Institut d'arts martiaux. Le lendemain, de retour en ville, Yuki se sentait épuisé après 2 jours sans sommeil. En marchant, il pensait au système d'entraînement de l'Institut et à l'évaluation du lendemain. Mais alors qu'il était perdu dans ses pensées, un livre vola soudainement dans les airs et le frappa en plein visage. Lily apparut alors et le gronda pour ne pas avoir répondu et pour avoir séché les cours. Elle demanda aussi s'il avait déjà pensé à sa position de délégué de classe. Il lui rendit rapidement son carnet en disant qu'il était en pleine nature, sans réseau, mais elle se demanda s'il était capable de survivre seul dans la nature. Il confirma alors avec confiance qu'il l'était et affirma même avoir tué de nombreux monstres. Cependant, elle ignora sa vantardise, alors il demanda si elle voulait goûter les ingrédients qu'il avait ramenés. Juste au moment où elle accepta et qu'il demanda ce qu'elle voulait manger, une voiture fonça soudainement vers eux. Yuki remarqua immédiatement le danger et la tira rapidement sur le côté pour éviter d'être frappé. Après avoir échappé au véhicule, le conducteur cria, mais Yuki était occupé à remarquer quelque chose de doux dans sa main. Quand il baissa les yeux, il découvrit qu'il avait accidentellement touché la poitrine de Lily. Le visage de Lily devint alors rouge de fureur alors qu'elle le traitait bruyamment de bâtard. Plus tard, à la maison, la table était de nouveau remplie de hot pot fumants. Mais Yuki ne put que sourire, une empreinte de main bien visible sur son visage. En face de lui, Lily restait visiblement en colère, alors il s'excusa en lui offrant le rare bœuf sauvage. Pourtant, elle dit que le bœuf seul ne lui vaudrait pas son pardon, et il l'accepta. Cependant, quand elle goûta enfin le bœuf, elle s'arrêta soudain. La saveur était inattendue, riche et tendre pour elle. Malgré tout, elle le qualifia de tout juste au-dessus de la moyenne et Luke l'encouragea à en manger plus. Cela mis à part, il l'informa qu'il pourrait ne pas assister régulièrement à l'école à l'avenir. Elle fut immédiatement surprise et demanda pourquoi. Il expliqua qu'il prévoyait de postuler à l'Institut d'arts martiaux. Elle admit finalement que son don était bien adapté à un artiste martial. Pourtant, elle l'encouragea à essayer de s'éveiller correctement au lieu d'abandonner tôt. Après le repas, elle proposa d'organiser son congé, mais insista pour qu'il assiste aux cours quand possible et il accepta. Mais juste au moment où elle allait atteindre la porte, il lui demanda d'attendre un instant. Elle se retourna rapidement, se demandant pourquoi il l'avait appelée. Cependant, elle l'entendit seulement dire « merci ». Furieuse de cela, elle le traita d'idiot, ce qui le laissa perplexe. Mais elle claqua rapidement la porte avant de partir, le laissant là, confus de ce qu'il avait dit de mal. Il finit par penser que les filles étaient compliquées et choisit de se reposer avant la visite de l'Institut demain. Le lendemain matin, à l'Institut d'arts martiaux, de nombreux candidats s'étaient déjà rassemblés. Parmi eux se trouvait Yang qui buvait tranquillement dans un coin. Yuki la remarqua rapidement et la salua en demandant où était Luke. Elle répondit que son père était parti en avance inspecter les lieux et lui avait demandé d'attendre Yuki. Yuki reconnut la prévenance de Luke, puis demanda comment participer au test. Elle lui dit de s'inscrire d'abord à l'accueil et d'attendre son nom. Mais il observa aussi le nombre de participants et se demanda ce qu'impliquait l'évaluation. Elle expliqua que l'évaluation portait sur la force, la vitesse et le combat. Après avoir entendu cela, il lui rappela de ne pas se faire éliminer. Elle claqua alors sa boisson avec colère et s'approcha de lui, ce qui le fit demander pourquoi elle souriait si sinistrement. Elle affirma que son épée lui donnait du courage, mais il se demanda pourquoi elle parlait ainsi. À ce moment, la réceptionniste appela Yang à la salle d'examen. Alors elle arrêta enfin de le taquiner et lui dit de faire attention pour apprendre le test, surtout ce qui les attendait vraiment à la fin. Plus tard, à l'intérieur de la salle d'examen, Yang commença son test. Elle se tenait dans l'arène face à un énorme golem de roche. Le golem n'hésita pas et chargea immédiatement vers elle. Anticipant son mouvement, elle serra fermement son épée et, d'une fente rapide et précise, sa lame trancha net le corps du golem.
Les spectateurs furent alors stupéfaits de la facilité avec laquelle elle l'avait vaincu. Ensuite, l'arbitre confirma que le golem était immobile et déclara Yang victorieuse. Alors qu'elle retournait vers son père, Luke remarqua que désactiver le golem suffisait, mais Yuki intervint et félicita Yang pour son bon combat. En réponse, elle écarta ses mots et demanda comment il s'était débrouillé au préliminaire. Plutôt que de répondre directement, il lui dit de deviner. Elle s'énerva alors de son air suffisant et le menaça avec son épée. Après un certain temps, le nom de Yuki fut enfin appelé et il entra calmement dans l'arène, puis il pressa le combat de commencer et admit n'avoir jamais affronté des veilleurs. En entendant cela, Yang s'inquiéta et se tourna rapidement vers son père. Mais il l'assura qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car Yuki cachait clairement plus de force. Peu après, l'arbitre signala le début du test. L'adversaire de Yuki lui rappela alors d'être prudent. Le sol de l'arène trembla ensuite quand il activa sa capacité et souleva des roches dans les airs. Les pierres flottantes furent aussi aspirées dans une tornade tourbillonnante autour de lui. Les vents puissants se répandirent, forçant même les spectateurs à se protéger. Alors que la tempête se calmait, la foule ouvrit les yeux sous le choc. La vue du golem imposant les amena à se demander si l'institut visait Yuki. Soudain, l'éveilleur dit que son contrôle sur Gaïa avait atteint sa limite et espérait que Yuki ferait ses preuves. Pendant ce temps, l'arbitre examina les statistiques de Yuki, y compris comment il avait vaincu l'homme sans visage. Il jugea alors la force de Yuki de niveau 2e rang et se demanda si c'était un génie inné. D'autre part, Yuki se tenait calmement alors que le golem imposant lançait son attaque. D'un mouvement rapide, il évita de justesse son lourd coup de poing, mais en réfléchissant à la bénédiction de Gaïa, il pensa que les capacités des éveilleurs étaient difficiles à contrer. Pourtant, au milieu de ses pensées, il ne remarqua pas que le golem le saisit fermement. Des halètements emplirent alors l'endroit alors que le géant bougeait avec une agilité surprenante. De l'autre côté de l'arène, son adversaire se moqua de l'affirmation de Yuki d'être un génie, mais il s'arrêta quand il remarqua quelque chose. Il vit Yuki déborder de puissance et la force de celle-ci déchira ses vêtements. D'un éclat de force, il brisa la main du golem qui l'emprisonnait. Observant cela, l'arbitre remarqua la puissance de Yuki monter en flèche et réalisa qu'il avait plus de force cachée. Pendant ce temps, le golem laissa échapper un rugissement de douleur alors que son bras s'effritait. Pourtant, les pierres brisées s'élevèrent de soudainement dans les airs avant de se reconnecter parfaitement à son corps. L'éveilleur expliqua alors calmement que la capacité de régénération du golem annulait l'approche de Yuki. D'autre part, Yuki atterrit en toute sécurité près du râtelier d'armes. Il le regarda en réfléchissant que même une force décuplée n'avait pas suffi à achever le golem, alors il n'hésita plus et saisit une lance pour charger de nouveau. Le golem vit cela et répondit en préparant un autre coup de poing écrasant. Yuki évita rapidement la frappe et la laissa s'écraser au sol à la place. Saisissant l'occasion, il courut le long du bras étendu du golem. Au moment parfait, il déchaîna sa frappe du dragon phénix. Le public, en voyant apparaître un dragon et un phénix, fut stupéfait. À cet instant, le golem fut fendu en deux par la puissance pure de Yuki. Et après avoir réussi cela, il demanda à l'arbitre s'il avait réussi le test. Pendant ce temps, à l'intérieur d'une pièce jonchée de bouteilles vides, un homme était assis tranquillement, une autre bouteille à la main. Après l'avoir fini, il en demanda une autre avec désinvolture. L'homme n'était autre que Chen, le chef du quartier général de l'Institut d'Arts Martiaux. Sa secrétaire entra alors et lui dit fermement qu'il ne pouvait pas continuer à boire, mais il insista qu'en tant que guerrier de 5e rang, il ne se saoulerait pas si facilement. En réponse, elle posa lourdement une épaisse pile de documents sur le bureau. Elle dit qu'elle comprenait le manque de talent de l'Institut et que cela rendait les rapports essentiels. Elle s'approcha même, ne lui laissant aucune place pour argumenter. Alors Chen ramassa les documents à contre-cœur et commença à lire. Alors que ses yeux parcouraient le contenu, il était visiblement sous le choc. De retour à l'Institut, Yuki reçut son emblème de guerrier de 2e rang. Il le manipula nonchalamment et se vanta d'avoir réussi sans grand effort. Cependant, son expression suffisante fit serrer les poings à Yang car elle avait l'envie de le frapper. Pendant ce temps, Luke déclara calmement que la force de Yuki égalait la sienne. Mais en entendant cela, Yuki se sentit légèrement embarrassé. Soudain, il remarqua son téléphone sonner pour un appel entrant, alors il y répondit rapidement. Cependant, il finit par se faire gronder par Lily pour avoir séché les cours toute la journée. Il commença alors à expliquer sa situation, tandis que Yang derrière lui observait silencieusement l'échange. Elle se tourna vers son père et demanda doucement si Yuki était vraiment si fort. Luke eut du mal à la consoler car des prodiges apparaîtraient toujours. Mais avant qu'il ne puisse répondre correctement, elle leva soudain son épée. Puis elle déclara qu'elle surpasserait Yuki une fois de plus. Le lendemain, à la montagne du Tigre, plusieurs tigres ailés se régalaient d'une carcasse de cerf, mais un son inconnu les dérangea. L'instant d'après, un éclair de tonnerre immense s'abattit sur eux. Yuki apparut et découvrit que le contrôle et la technique importèrent à plus que la force brute. La notification de félicitations du système pour le niveau 13 le fit aussi sourire de fierté. Cependant, cela s'estompa rapidement alors qu'une série de hurlements résonnait derrière lui. Levant les yeux, il vit un grand groupe de tigres ailés charger vers lui. Il serra sa lance et les affronta de front, mais leur nombre était écrasant.
Il lui parut aussi étrange que les tigres refusaient de battre en retraite même après des pertes. Quand l'un d'eux réduisit la distance, il comprit soudain. Il réalisa qu'il n'attaquait Mickey pas imprudemment, mais qu'il gagnait du temps. À ce moment, le roi tigre ailé était arrivé. Un rugissement féroce résonna à travers la forêt et il était impossible de l'ignorer même de loin. Yuki réalisa alors que le roi tigre était enragé par les pertes et l'avait piégé. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, le roi tigre déploya ses ailes et vola droit vers lui. Il savait qu'il n'était toujours pas de taille et qu'il devait battre en retraite immédiatement. Alors il activa son armure et sa technique de mouvement solitaire pour s'échapper. Cependant, il vit que la vitesse du roi tigre était écrasante et que la poursuite était inévitable. Juste au moment où il y pensait, le roi tigre déchaîna une onde de choc compressée de sa gueule. Il fut pris au dépourvu et ne put l'éviter. L'attaque frappa directement son flanc et une douleur fulgurante traversa son corps. Il l'évita de justesse, bien que l'explosion l'ait effleuré avant de frapper la montagne. En la regardant, il réalisa que le combat précédent n'avait pas montré toute la force destructrice du canon. Puisqu'un simple effleurement causait de tels dégâts et qu'il ne pouvait l'affronter de front, il se força à rester calme et scanna ses environs. Après un bref instant de réflexion, un plan se forma dans son esprit. Il ajusta alors sa direction et vola vers un marais au loin. Après cela, il appela et pointa le roi tigre. Puis il le défia de venir le rejoindre. Le roi tigre fut laissé perplexe par ses actions. Pourtant, la provocation ressemblait à de la moquerie et il chargea furieusement vers lui. Voyant qu'il avait mordu à l'hameçon, Yuki décida de le faire le poursuivre. Il descendit donc rapidement vers le marais. À la dernière seconde, il plongea droit dans les eaux troubles en contrebas. Le roi tigre s'arrêta net en plein vol, se méfiant de ce terrain inconnu. Quelques instants plus tard, des bulles commencèrent à remonter de la surface du marais. L'eau s'agita violemment avant que n'apparaisse le dragon à deux têtes, le tyran du marais boueux. Tandis que l'air se tendait entre eux, Yuki s'éclipsa d'une autre partie du marécage. En essuyant la boue, il songea que le dragon ne tolérerait jamais un autre souverain sur son territoire. Après cela, il sortit une grande potion de soin et l'avala d'un trait. L'effet spectaculaire de la potion guérit rapidement son bras sous ses yeux ébahis. Ensuite, il leva les yeux vers le ciel. Il observa le dragon et le roi tigre s'affronter violemment. Bien que pour l'instant ils fussent de force égale, Yuki comptait bien faire payer au tigre le prix de sa trahison. Plus tard, au cœur de la forêt, un groupe de tigres zélés se régalait de carcasses de cerfs. Alors qu'ils déchiraient la chair, l'un d'eux sentit quelque chose d'inhabituel. Mais il était déjà trop tard et un éclair déchira les arbres, suivi d'une violente explosion qui engloutit leur position. Quand la poussière retomba, Yuki se tenait devant eux, les appelant nonchalamment des chatons. Tandis qu'il s'enrichissait continuellement des bêtes tombées, l'un des tigres le fixa, choqué, son regard rivé sur la silhouette de dragon qui planait derrière lui. Au même moment, Yuki remarqua calmement que cela faisait bien longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. La peur se répandit parmi les tigres restants, qui firent immédiatement volte-face pour fuir. Voyant cela, il les avertit de ne même pas songer à s'échapper devant lui. Il déchaîna alors une puissante entaille dans leur direction. Le coup déchira la forêt, y creusant un profond sillon. Quelques instants plus tard, le champ de bataille était jonché de cadavres, tandis que le système le récompensait. Il murmura alors que 199 tigres avaient payé le prix, mais qu'il en voulait un de plus pour équilibrer les comptes. Comme par magie, le son d'un arbre qui se brisait résonna tout près. Yuki tourna la tête et réalisa que le 200e était enfin arrivé. Derrière lui se tenait un général tigre de niveau 20, le gardien du clan. Il remarqua alors que la bête n'avait plus aucune obligation après la chute de son clan. Néanmoins, le général tigre rugit et chargea vers lui sans la moindre hésitation. Il sauta alors légèrement de sa position, esquivant l'attaque et prenant la bête par surprise. Profitant de l'occasion, il reconnut l'ouverture et abattit sa lance avec décision. La lame étincela et d'un seul coup net, il décapita le général tigre. Avec cela, il déclara que le 200e meurtre avait enfin équilibré la dette qu'il ressentait envers le vieux tigre. Soudain, le système le félicita pour la quête cachée, Némésis du clan tigre, lui octroyant ainsi leur compétence unique. Avec le sceau du tigre en main, il crut que son affrontement avec le roi tigre était imminent. Mettant cela de côté, il se tourna vers les cadavres de tigres éparpillés et évalua leur valeur. Mais la pensée qu'il n'était plus pauvre le remplit d'une joie folle. Après un certain temps, le roi tigre revint avec la tête du dragon à deux têtes. Pourtant, dès l'instant où son regard tomba sur le sol, ses yeux devinrent rouge sang devant les corps sans vie de tout son clan. Un rugissement assourdissant éclata alors rapidement de sa gorge. Son cri furieux fit même que les gens des environs se demandaient qui l'avait assez irrité pour qu'il descende. La panique se répandit vite et ils s'enfuirent aussitôt. Cependant, le roi tigre ouvrit la gueule et déchaîna une attaque dévastatrice. L'explosion frappa les montagnes environnantes et les fit s'effondrer. Plus tard cette nuit-là, Yuki réfléchit à sa nouvelle richesse et décida d'acheter 2 téléphones. Mais en passant devant l'abattoir, il vit les lumières et s'interrogea sur le travail tardif du patron Quen.
Il décida d'entrer et annonça avec enthousiasme qu'il avait des marchandises à vendre. Mais au lieu d'un salut, un couteau vola soudainement vers lui. Il réagit instantanément et se baissa pour l'esquiver. Une petite fille s'avança et exigea de savoir qui il était et pourquoi il était entré. Au lieu de répondre, il exigea ses excuses, ce qu'elle refusa catégoriquement. Alors il avertit que la malice nécessitait de la discipline, mais il se figea alors qu'une aura sombre l'oppressait. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que plusieurs experts étaient présents et qu'ils semblaient tous hostiles. À ce moment, Quen émergea enfin et reconnut Yuki. Presque instantanément, les regards oppressants disparurent, ce qui laissa Yuki perplexe. Son attention se tourna alors vers Quen qui dit que la fille était sa fille espiègle, Yuna. Après avoir entendu le lien de son père avec Yuki, Yuna se retira et il la laissa partir. Il s'excusa ensuite pour son comportement et demanda à Yuki ce qui l'amenait là si tard. Yuki déclara qu'il possédait 30 cadavres de tigres ailés dorés, laissant Quen stupéfait. Pourtant, leur familiarité amena Quen à fixer le prix à 322 000 l'unité. Il l'accepta aussitôt et remercia Quen qui écarta le besoin de courtoisie. Plus tard, en vérifiant sa carte, Yuki se demanda si Quen avait des secrets puisqu'il ne l'avait pas interrogé. Les experts rassemblés attirèrent aussi son attention, mais la discrétion de Quen le fit se retenir. Il décida donc finalement de partir, pensant que Quen ne semblait pas être une mauvaise personne. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'abattoir, Quen interrogea les experts pour savoir s'ils avaient tout confirmé. L'un d'eux rapporta que c'était exact, mais que le corps du roi monstre était devenu un appât pour d'autres bêtes. Après avoir appris cela, Quen leur ordonna de le supprimer, car il pensait que les éveillés étaient vraiment arrogants. Le lendemain, devant l'appartement de Yuki, Chen arriva avec un autre homme. L'homme demanda s'il était certain que c'était l'endroit, et il le confirma calmement. Il ajouta qu'il avait déjà enquêté sur tous les détails concernant Yuki. À l'intérieur, la table à manger était de nouveau remplie de nourriture. Yuki discuta joyeusement et invita Lily à venir manger. À ce moment, le système l'informa que la fonction d'exploration des PNJ avait été activée, mais il était irrité qu'elle s'est activée un peu tard, sa curiosité pour Queen s'étant déjà envolée. Mais il y voyait quand même une capacité de soutien précieuse à utiliser avec discernement. Peu après, on frappa à la porte, il supposa que c'était Lily. Il ouvrit donc, commentant sa rapidité avec désinvolture. Mais son sourire se figea en voyant deux inconnus. Il leur demanda aussitôt qui ils étaient. Chen l'appela par son nom, louant ses goûts particuliers, ce qui le fit s'interroger sur leur connaissance. Chen expliqua qu'ils l'observèrent depuis sa démonstration d'arts martiaux et qu'ils étaient des représentants de l'Institut. Pendant ce temps, l'homme à côté de Chen huma le parfum des plats de tigre. Il s'approcha, remarquant la rareté de tels ingrédients, mais Yuki était sidéré. Il demanda alors si Yuki les avait tous tués, ce qu'il confirma, les pressant de partir. Mais l'homme lui dit juste d'être patient, poussant Yuki à s'interroger sur leur but. Avant qu'il ne puisse réagir, il sentit soudain son corps bouger contre sa volonté. Une force invisible le contraignit à s'asseoir. Choqué, il réalisa que la puissance de l'homme ne lui laissait aucune chance de répliquer. Quelques instants plus tard, il nettoyait les bols vides alors que le repas était prévu pour Lily et lui. Soudain, Chen complimenta les plats, pensant que Yuki ferait fortune en ouvrant un restaurant. Yuki en profita pour exiger 1 million en paiement du repas. Il protesta aussi qu'ils avaient fait irruption et mangé sans demander la permission. Comprenant cela, Chen se présenta ainsi que Wes, le chef du district de Jiang. En entendant le titre de Wes, Yuki réalisa qu'il était quelqu'un d'extraordinaire. Il demanda tout de même ce qui les amenait tous les deux ici. Wes loua ensuite la performance de Yuki et lui proposa de devenir son disciple à l'Institut. Chen remarqua même avec envie que le directeur n'avait jamais fait ça auparavant. Cependant, Yuki ne fit qu'exprimer sa gratitude et insista pour rejoindre la cérémonie d'éveil. En réponse, Wes souligna qu'il savait déjà que sa valeur d'éveil était de 0. Son expression devint alors progressivement sombre tandis qu'il libérait sa puissance, demandant s'il ignorait la force d'un artiste martial. À cet instant, Yuki sentit une aura écrasante peser sur lui. Pourtant, en regardant Wes, il se rappela sa seconde chance et résolut de ne pas céder. Wes, de son côté, attendait sa réponse, impassible. Il répondit alors que ni le succès ni l'éveil ne le détourneraient d'être un artiste martial. Les sourcils de Wes se froncèrent légèrement à cette réponse, mais il continua d'insister. Ne pas essayer signifierait qu'il n'était pas vraiment fort. De manière inattendue, les applaudissements soudains de Chen brisèrent la tension. Il souligna même le rare sang-froid de Yuki sous l'aura du directeur. Wes remarqua aussi que l'état d'esprit exceptionnel de Yuki le rendait vraiment intrigant. Ainsi, en passant, il promit de ne pas entraver son choix et lui laissa la porte de l'Institut ouverte. Avant de partir, il promit d'envoyer ses réflexions le lendemain, mais il devrait étudier dur, sinon il serait personnellement très mécontent. Plus tard dehors, Chen nota la rare générosité de Wes qui donnait rarement des conseils. Wes répondit que le talent de Chen avait déjà atteint sa limite au 5e rang. Cependant, Yuki lui avait montré une lueur d'espoir, alors il espérait secrètement que Yuki surpasserait un jour cet homme. Pendant ce temps, Yuki se sentait un peu déprimé.
Ayant manqué son propre repas, il demanda à Lily quand elle était devenue une telle gloutonne. Elle répondit innocemment qu'elle ne savait pas et que c'était sa faute de ne pas avoir mangé plus tôt. Elle ajouta qu'elle était encore en pleine croissance, donc son appétit augmentait naturellement. Il la regarda, acquiesçant qu'elle grandissait effectivement. Laissant cela de côté, elle lui parla des troubles en ville et lui dit de ne pas partir. En apprenant cela, il demanda vite ce qui se passait. Elle révéla que des figures importantes étaient en tête arrivées, confirmant leurs soupçons. Mais il trouva ça normal, ayant déjà spéculé là-dessus. Pourtant, elle claqua soudain la table, disant qu'il ne comprenait rien du tout. Elle dit qu'elle connaissait son entraînement, mais le mit en garde contre un départ au milieu du danger croissant. Écoutant son plaidoyer sincère, il se tut. Quoi qu'il en soit, il la rassura en disant qu'il savait ce qu'il faisait. Mais son expression s'assombrit en entendant cela. Incapable de le faire changer d'avis, elle lui demanda simplement de rester en sécurité puisqu'il était son ami. Après cela, elle décida de partir la première. Le regardant s'éloigner, il resta silencieux. Il la remercia silencieusement, mais il n'attendrait pas lâchement la calamité. Le lendemain matin, il se leva tôt. Il remarqua alors que son téléphone le notifiait d'un nouvel email. En le consultant, il constata l'efficacité de Wes, digne d'un artiste martial de 6e rang. Cependant, avant qu'il ne puisse l'examiner attentivement, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une violente tempête l'enveloppa soudain et il fut aspiré en son sein. Quelques instants plus tard, il fut déposé sur un sol ferme. En regardant autour de lui, il se demanda où il était, l'air étant glacial. Soudain, quelqu'un lui lança un ensemble de vêtements, l'exhortant à les enfiler. En se changeant, il pensa que c'était peut-être un espace virtuel, mais la sensation glaciale rendait cela difficile à croire. À ce moment, il remarqua Wes, non loin, face à une bête massive. Il devint curieux, se demandant ce que c'était. Le système l'informa aussitôt que c'était un sous-monstre connu sous le nom de roi ours polaire. Son regard tomba ensuite sur la lance de Wes, semblable à la sienne, et il y vit une chance d'apprendre. Soudain, le roi ours polaire laissa échapper un rugissement assourdissant. Wes se contenta de rire calmement et activa une compétence via sa lance. L'instant d'après, il s'élança à toute vitesse, l'ours polaire chargea aussi, et les deux figures se heurtèrent de neuf violemment dans un affrontement féroce. Wes réalisa vite que la puissance de la bête était moins redoutable qu'il n'y paraissait. Cependant, l'ours leva soudain sa patte et fracassa le sol avec une force colossale. À ce moment-là, il avait déjà bondi dans les airs et demanda froidement s'il souhaitait périr avec lui. Il leva ensuite sa lance et des nuages sombres s'amoncelèrent au-dessus. Des éclairs commencèrent à se former et descendirent directement sur son arme. D'un mouvement décisif, il visa l'ours et déchaîna son onde de tonnerre. La force fut dévastatrice et écrasa le sol en dessous. Quant à l'ours polaire, il fut transpercé directement à travers un œil. Mais après que Wes eut atterri, l'ours restait en vie et sa fureur s'intensifia. Voyant cela, il activa finalement sa technique secrète, le mouvement des 8 ombres. En un instant, 8 figures sombres se séparèrent de son corps et encerclèrent à la bête. Yuki regarda avec étonnement Wes se diviser en 8 ombres distinctes. Ensuite, chaque clone leva une lance simultanément. Et l'instant d'après, toutes frappèrent différentes parties du corps de l'ours polaire. Une fois l'attaque terminée, Wes dit qu'il le laisserait vivre, mais la prochaine offense lui coûterait la tête. Son rire résonna ensuite, tandis que Yuki observait de loin. Soudain, le vortex au-dessus commença à s'ouvrir de nouveau. Le cri de surprise de Yuki résonna alors que le portail tourbillonnant se connectait directement à sa chambre. Il fut brusquement expulsé de cet espace et projeté à l'intérieur. La douleur persistante lui rappela alors à quel point la force d'un artiste martial avancé pouvait être redoutable. Cependant, il cessa de réfléchir en voyant une faible lueur l'entourer. Alors qu'il était encore confus, le système déclara son succès dans l'apprentissage de l'onde de tonnerre et du mouvement des 8 ombres.